Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités viendront nous livrer le récit palpitant du jour où ils ont cru vivre leurs derniers instants. J'avais l'impression d'être au milieu d'un film catastrophe. On passe en fait en mode survie, c'est irréel quoi. Le 18 décembre 2007, Frédéric embarque à bord d'un vieux voilier. Après une nuit passée en mer, le temps se dégrade. D'un seul coup, le moteur s'arrête et là on découvre en fait que le bateau est quasiment rempli d'eau. À bord de leur radeau de fortune, Frédéric et le capitaine comptent les jours et les heures. Perdus en mer, leur embarcation finit par prendre l'eau. Là on commence vraiment à être empli d'un profond désespoir. On viendra peut-être pas nous secourir quoi. Céline, la compagne de Frédéric, passera 9 jours sans savoir si son homme est vivant ou mort. Quand on me dit on arrête les recherches, le monde s'écroule. Le 25 avril 2015, Michel vient d'arriver au Népal pour réaliser un reportage photo lorsque la terre se met à trembler. Je vois les bâtiments en face de moi qui bougent et là je comprends que c'est un tremblement de terre. On se retrouve projeté au sol. Je me suis vu simplement mourir pendant quelques secondes. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors mes invités sont ce qu'on appelle des miraculés de la vie. Lors d'un naufrage en mer ou d'un séisme, ils ont cru vivre leurs derniers instants. Mais face à la mort, ils ont puisé en eux une force incroyable qui leur a permis de se dépasser. Ils nous parleront de cet instinct de survie salvateur. Où ont-ils trouvé cette force? Comment sont-ils parvenus à se reconstruire après un tel traumatisme? Et quel regard sur la vie est-ce qu'ils ont aujourd'hui? C'est avec beaucoup de courage qu'ils ont tous les deux accepté de se confier sur l'épreuve sans doute la plus difficile de leur vie. Frédéric, il y a plein d'images, on va en parler, mais s'il y en a une comme ça que vous retenez, c'est quoi? C'est le moment du naufrage en fait où concrètement le bateau coule. C'est-à-dire que vous êtes à ce moment-là sur le canot. Voilà, nous on a réussi à embarquer sur le canot de survie. Et, En pleine tempête, hein. En pleine tempête. Et c'est là où on matérialise, on va dire, le fait qu'on devient naufragé par le fait. Et on n'est pas formé pour ça. Et on voit les deux mâts en fait du bateau qui s'immergent définitivement, engloutis par la mer en fait. Et on verra qu'il y aura beaucoup de surprises et de mauvaises surprises dans cette histoire aussi. Absolument. Et Céline, vous êtes à terre. À ce moment-là, vous n'avez aucune nouvelle, donc un suspense insoutenable. Il y a une image comme ça, forte, qui vous vient? Moi, c'est le moment, c'est passé pendant Noël, donc c'est l'euphorie de Noël, c'est le moment où je dois présenter Frédéric à ma famille. Donc c'est votre amoureux. Donc voilà, il est parti le 19. Il est censé revenir 2 jours et demi plus tard. Tout à fait. Donc il n'y a pas d'inquiétude sur le moment, mais bon, après, par contre, oui, on apprend la triste nouvelle et là, c'est la catastrophe. Et on verra effectivement que l'histoire est particulière, même quand ils arrêtent les recherches, vous continuez d'espérer. Tout à fait. On va parler de cette histoire dans un instant. Michel, vous, c'était en 2015, le 25 avril. Le monde entier apprend en fait que le Népal est secoué par un séisme terrible qui a fait 9000 morts, c'est ça? Oui, plus de 9000 morts. Et vous êtes là-bas à ce moment-là? On s'est retrouvés allongés par terre avec mon guide en se tenant presque la main. Et là, c'est une maison qui s'écroule face à moi, des bus autour qui sont secoués dans tous les sens, les gens qui s'accrochent en haut des bus. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, c'est là. Vous nous raconterez effectivement ce que ça a changé dans votre vie et comment ça s'est passé, parce que c'est très particulier. Ghislaine, bonjour, merci d'être là. Vous êtes psychologue. Vous nous direz ce que vous ressentez quand vous écoutez ces histoires. Qu'est-ce qui se passe en nous dans ces situations? On parle de l'instinct de survie et puis de la question du traumatisme. Et on verra s'ils ont consulté, comme on dit, s'ils ont vu quelqu'un après, s'ils ont eu besoin de parler de leur histoire. Et puis la question de la reconstruction. Alors Frédéric, ce qui est fou dans cette histoire, parce que vous allez vivre vraiment une tragédie, un naufrage, pendant 9 jours sans boire et sans manger, on va le comprendre, c'est qu'en fait c'était un nouveau métier, c'est une reconversion. En fait, oui, donc j'ai passé plusieurs années dans ma Bourgogne natale à travailler dans le vin en fait. Donc j'étais technicien œnologue dans différentes parties, on va dire, du monde du vin. Donc, en arrivant dans le sud, j'ai décidé de vivre pleinement ma vie et mes passions. Dans le sud à Fréjus, c'est ça? Dans le sud à Fréjus, tout à fait. Et là, donc, c'est votre premier job. Alors voilà, donc j'ai fait une saison avant sur un maxi catamaran. Tout s'est bien passé en Méditerranée. Donc j'ai pris mes marques, j'ai fait 6 mois. Et donc là, c'est un nouveau palier. Voilà, c'est un petit peu plus l'aventure, c'est l'Atlantique. Donc je me dis, bon, c'est un métier en fait où on accumule de l'expérience pour devenir bon.
Donc, faut y aller, quel que soit le temps, que ce soit en hiver ou autre. Et donc, je pars en toute confiance pour mon premier convoyage. Alors, convoyage, normalement, c'est quoi? L'objectif, c'est d'amener un bateau d'un point à un autre. Absolument. Et donc là, vous partez de l'Espagne. Alors, on part de Riron, voilà, sur un voilier. Et le but, il est de le livrer 2 jours et demi plus tard à La Rochelle. Vous êtes avec quelqu'un qui est capitaine, c'est ça? Absolument. Donc, Et ce qui est particulier, c'est que vous vous souvenez, alors je ne sais pas si c'est le souvenir un peu sérieux, c'est que vous vous souvenez que vous ne le sentez pas en fait. alors, curieusement, au fur et à mesure de la date fatidique du départ, je commence à être submergé par une appréhension, une inquiétude, on va dire, grandissante en moi, en fait. Et je commence à me confier même à des proches, en leur disant, vous savez, j'ai un mauvais sentiment, j'ai un mauvais feeling qui devient franchement dur à vivre, quoi. Céline, vous vous rappelez de ces confidences? Ah, tout à fait, tout à fait. En fait, on avait l'euphorie totale de la super nouvelle du convoyage. Et puis d'un seul coup, un jour, il se lève, il me dit, je le sens pas. Et moi, je lui dis, non, c'est pas possible. Hein. Je dis, je le sens pas, mais il faut y aller. C'est notre vie, c'est notre avenir. On est de se rencontrer, donc c'était super. Et je lui dis, bah, si tu vas pas, moi j'y vais. Donc voilà. Donc Vous vous rappelez avoir je le dit pousse ça? à y aller. Ah, Bon, oui, on verra en tout tout à cas fait. l'importance de ces phrases-là par la suite, parce qu'effectivement, à ce moment-là, vous n'imaginez pas ce qui va se passer. Non. Le 18 décembre, vous partez. Alors, en fait, on fait un dernier bon repas typique espagnol, de tapas et de cidre. Et donc, vers minuit et demi à peu près, on dit, allez hop, qu'on parte 2 jours ou 2 nuits, pour nous, ça n'a pas d'importance. On se dit, bon, bah, allez hop, on y va, plutôt parti, plutôt arrivé, quoi. Donc, C'est au petit matin, en fait, que la mer est vraiment, vraiment démontée. voilà, on sent que la houle commence à s'établir. On sent la tempête arriver, sachant qu'on avait pris la météo avant et que c'était, on va dire, une tempête comme il y en a beaucoup dans le golfe de Gascogne en hiver. C'était pas infranchissable, loin de là. Et On visualise, c'est des vagues de combien? Enfin, pour qu'on... environ 3 mètres, on a 25 nœuds, donc à peu près 50 km/h de vent. Donc ça commence à passer un petit peu par-dessus le bateau régulièrement. On va dire qu'il faut être équipé pour pas être trempé, quoi. Et puis alors, il y a un truc qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le moteur du bateau tombe en panne. Absolument. On a les voiles qui nous permettent d'avancer proche du vent. Et on a un appui moteur, puisqu'on a quand même un petit peu de mal à... Voilà. Donc on est ce qu'on appelle en appui moteur. Et en fait, d'un seul coup, le moteur s'étouffe et s'arrête. Donc à ce moment-là, on décide d'ouvrir le capot de roof. En fait, c'est la porte, en fait, pour pouvoir pénétrer dans le carré du bateau. Et là, on découvre en fait que le bateau est quasiment rempli d'eau. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Parce que Ben là, j'imagine pas la suite. c'est pas envisageable, quoi. C'est pas une option. Ouais, c'est pas une option, oui. On sait tous qu'un bateau, ça peut couler. Mais si vite, sans choses qui vont vous l'annoncer avant, c'est... Un choc, là. Ouais, c'est un choc, ouais. On est en état de choc immédiatement, quoi. On comprend que c'est grave. On comprend qu'il va falloir qu'on réagisse. Donc, tout de suite, on se répartit les rôles. On passe, en fait, en mode survie. Donc, il y en a un qui part pour libérer la survie et mettre le radeau à l'eau. Moi, je descends, en fait, pour récupérer de quoi nous signaler, de quoi survivre, et éventuellement essayer de trouver la voie d'eau. Et je me rends compte, en fait, très rapidement que l'eau monte à une vitesse incroyable, que tout se mélange, que la pénombre arrive dans le bateau. Pendant que ça remue, il faut qu'on imagine bien que ça Voilà. remue pendant ça. Et en plus, c'est vrai que le bateau est chahuté. Donc, avec le ballon de l'eau, ça devient rapidement catastrophique dedans. Donc, je me dis, bon, si je m'éternise, ça va être mon cercueil, quoi. Et vous trouvez le téléphone satellite? Tout ce qui est moyen radio est déjà sous l'eau quand je descends, donc c'est inutilisable. Donc, téléphone satellite, GPS pour nous localiser, et de l'eau. À un moment, je pense récupérer mes affaires, mais tout est déjà parti dans un bouillonnement énorme. Donc, téléphone satellite, c'est vraiment notre carte de sortie pour pouvoir nous signaler et être évacués, quoi. Donc le téléphone, vous le donnez au capitaine. Voilà. Moi, étant tout mouillé, enfin, étant trempé, je donne sachant pas si le téléphone était complètement étanche, je le confie au capitaine qui est sur le pont et qui est sec, qui le met dans sa poche. Ouais. Donc vous êtes sur le radeau, qui lui est relié au bateau. Voilà. Le bateau se couche, donc avec ses voiles. Donc tout est malmené dans tous les sens. Et donc je confie donc mon couteau au capitaine qui coupe la longe. Et en fait, on se rend compte qu'on est retenu quand même par quelque chose qui nous agrippe et que le radeau commence à être tiré par le bateau.
Donc on comprend en fait que la mâture, on va dire, on est accroché. Comme il y a des ancres en fait sous le radeau, qui sont des sacs qui se remplissent d'eau de manière à rester le plus proche possible, de ne pas dériver, rester le plus proche possible du lieu du naufrage pour les recherches. On comprend qu'on est accroché quelque part et qu'il faut absolument couper pour pouvoir se libérer. Donc ça, c'est le rôle du capitaine qui est du bon côté, donc qui se met à couper en mettant les mains dans l'eau, tout ce qu'il trouve en fait. Et donc on arrive enfin à se libérer et à partir en surf, comme on dit. Et c'est là qu'on voit le navire qui se redresse sous l'eau et les deux mâts qui s'enfoncent. Parce qu'il était couché, il se redresse et Il se redresse en coulant, en fait. C'est irréel, quoi. Et là, quand en fait, donc on referme, on s'isole parce que les vagues déferlent sur la... Parce que ce petit canot donc est couvert, c'est ça? Voilà, donc c'est un petit canot qui ressemble un petit peu à une petite piscine pour enfants et un petit toit comme une toile de tente, on va dire étanche. Il y a les vagues, quoi. Voilà, donc qui nous permet de garder la chaleur et de pas être trop mouillé, voilà. Et donc je dis tout de suite, faut qu'on donne notre position, donc on téléphone au secours. Et donc là, le capitaine commence à chercher le téléphone, commence à tout retourner dans le radeau, et il me dit, je l'ai plus. C'est-à-dire qu'il est tombé à l'eau. Et là, je me dis, bon, j'ai deux solutions, soit on va dire, soit je le prends mal, et est-ce qu'on peut vraiment se permettre de s'engueuler dans notre situation, ou alors on essaye de se ressouder pour affronter ensemble ce qu'on pense être une aventure assez brève, quoi. Vous voulez dire quoi? En fait, on est attendu dans 2 jours et demi, enfin dans 2 jours maintenant. Donc vous dites les secours vont être lancés dans 2 jours. Voilà, à partir du moment où ils vont pas nous voir, ils vont se dire forcément il est arrivé quelque chose. Donc vous vous préparez mentalement à survivre 2 jours. Voilà. Et là vous allez faire un inventaire de ce qui normalement est dans le canot de survie. Et là vous découvrez quoi? Alors en fait, donc effectivement, c'est des radeaux qui sont faits pour survivre en haute mer, donc pour 8-10 personnes, donc normalement. Il y a tout ce qu'il faut en pharmacie, enfin c'est assez restreint, mais bon. Et on découvre une notice qui nous dit, grosso modo, bienvenue, vous êtes naufragé, ne paniquez pas, voilà ce qu'il faut faire. Le guide du naufragé, en fait. Donc on le lit avec intérêt. Et en fait, c'est là qu'on voit que la révision en fait, du radeau n'a pas été faite depuis une dizaine d'années. Et que Troisième choc. Le radeau a plus de 17 ans. Bon, ce qui veut dire qu'il est plus qu'en fin de vie, il devrait être dans une poubelle, quoi. Donc là, sur le coup, on se dit, bon, on a eu de la chance qu'il se gonfle bien, parce que c'était pas gagné d'avance. Bon, compte tenu des conditions climatiques, on se dit, on espère qu'il va tenir le coup au moins 2 jours, et puis qu'après, on n'en entendra plus parler, quoi. Donc, voilà. Et après, rapidement, en fait, on commence à utiliser ce qu'il y a à bord, pour refabriquer avec le capitaine des nouvelles ancres flottantes pour éviter justement d'être emmené trop loin de la zone du naufrage et pour permettre au secours de nous retrouver plus rapidement en fait. Donc vous passez votre première nuit et pour qu'on comprenne bien, une première nuit, donc ces conditions d'incertitude, mais en plus physiquement vous êtes mouillé, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau, quoi. Alors en fait, la première nuit, voilà, donc on gonfle, il y a des matelas pneumatiques très fins pour isoler, on va dire, du froid. Donc on les gonfle et rapidement, ils crèvent. Donc on se pose un peu les questions sur la qualité, on va dire, des produits à bord. Donc on n'est quasiment pas isolé, on est en contact même avec une petite toile et l'océan, quoi, qui n'est pas très très chaud à cette période-là. On peut penser qu'il était à entre 8 et 12 degrés, quoi. Donc la première nuit, même si on a les couvertures de survie, moi je suis entièrement mouillé et donc je suis frigorifié en fait. Mais je me dis, bon, on va pas y en avoir beaucoup, donc on va encaisser. C'est ce qui est à tenir, c'est l'espoir qui fait vivre. Là, vous êtes en plein dedans, quoi. Voilà, tout à fait. Ghislaine, à ce stade de l'histoire, qu'est-ce que vous entendez? Parce que moi, je suis épaté qu'il n'y ait pas de panique, en fait. Je crois que monsieur dit très bien qu'il y a une espèce de nécessité d'agir pour la survie. Alors, avant de partir, il y a cette espèce de sentiment un peu prémonitoire, cette petite pointe d'angoisse, d'inquiétude, de peur est finalement une fonction que l'être humain met en place pour pouvoir anticiper le « et si quelque chose allait mal ». Tiens, hein, il se peut que quelque chose se passe mal. Et quelque part, cette anticipation permet probablement de mieux réussir
à gérer les difficultés, alors bien sûr dramatiques, auxquelles vous avez été confrontés. Ensuite, la réalisation que quelque chose ne va pas, c'est toujours un choc. Monsieur le dit très bien, il y a le moment où il se passe un truc là. Tout ça, ce sont des mécanismes de défense extrêmement fonctionnels. Il se passe un truc, on agit, on va prendre le téléphone, on prend 2 bouteilles d'eau, voilà. Et il y a une espèce de mode automatique de pensée, mais qui a été presque préparé par la petite pointe d'inquiétude. Vous voyez, l'idée de la prémonition ne me va pas. Par contre, l'idée que mon cerveau est en train de me dire que quelque chose pourrait mal tourner, oui, ça me va. Et donc, le mode survie s'installe, on va y arriver. Quelqu'un m'attend, alors ça, quelqu'un m'attend, quelqu'un va s'inquiéter pour moi. Et donc l'espoir me permet de continuer à agir en faisant dans l'immédiat ce que je dois faire pour que la minute d'après se passe, qu'elle arrive en fait. Et alors, il y a 1000 manières de réagir, mais en fait, tant qu'on n'a pas été confronté, on ne sait pas comment chacun d'entre nous réagit, ou est-ce qu'il y a des natures? Je pense qu'il y a peut-être pas des natures, mais peut-être plus des personnalités. Enfin, je pense qu'on ne choisit pas de faire ce métier. Enfin, je ne me vois pas décider de faire ce métier. Je pense que j'aurais les jetons rien que d'y penser. Et donc, oui, il y a une personnalité. Et puis, il y a l'amour de la vie aussi. Et alors, Michel, justement, votre personnalité, avant de partir au Népal et d'être confronté à ce tremblement de terre dont le monde entier a entendu parler, vous êtes photographe. Et donc, vous aviez déjà été au Népal? Oui, mais moi je fête aujourd'hui mes 20 ans passés au Népal. Donc là, vous partez, c'est une fois comme les autres? Comme les autres, en plus, je suis ravi parce que je pars en tout premier lieu, pour un reportage pour Gynécologie sans frontières, à Lumbini, une ville que je ne connais pas du tout. J'étais ravi de partir. Mais j'avais aucune prémonition ou aucun instinct en moi qui me disait qu'il allait se passer quelque chose. Je m'y attendais pas du tout. Par contre, il y a eu toute une petite série noire, un atterrissage un peu chaotique. Sous l'orage. Donc ça commençait bien. Après, quand je me rends à Lumbini en avion, je pars sous une tempête effroyable. Donc l'avion ne part pas de Lumbini à Katmandou le vendredi. Je me retrouve tout seul dans un aéroport où il y a de l'eau qui partout, ça fuite partout. Je rentre tant bien que mal par un taxi à Lumbini sous une tempête, des arbres partout tombés. Je me dis, c'est quand même assez chaotique. Et le lendemain, je pars tranquillement à Katmandou en avion, je rentre, et là, je me dis, enfin, je vais pouvoir me reposer, après 3 jours de reportage. Et donc là, au moment où il y a la première sensation de séisme, vous êtes à quel endroit? Vous êtes dans un taxi, c'est ça? Je me rends vers Tamel, un quartier touristique, pour aller manger. Il est à peu près midi. Et subitement, le taxi, le chauffeur fait une embardée avec le taxi. Et bon... Sur le coup, je comprends pas parce que les routes elles sont tellement défoncées dans Katmandou que voilà, on est secoué, il évite un trou au dernier moment et je suis pas très inquiet. Mais là où je me pose la question, c'est quand il sort subitement du taxi. Et là, je comprends que ça secoue. Donc là, j'ai la chance, parce que les trottoirs sont très hauts à Katmandou, j'ai la chance qu'il n'ait pas coincé ma portière. Et je le rejoins sur la place et là, je tiens à peine debout. Et on est secoué dans tous les sens. Et là, je comprends que c'est un tremblement de terre. Et ça dure... on n'a aucune notion du temps à ce moment-là. Ça peut-être 1 minute. Et je suis comme Frédéric, dans le sens où, malgré la catastrophe, je vois les bâtiments en face de moi qui bougent, mais surtout, je regarde si rien ne va s'écrouler sur moi. Donc, le fameux poteau électrique qui est à côté de moi, qui oscille comme ça, mais vraiment... et j'ai qu'une crainte, c'est qu'il me tombe dessus. Donc, vraiment, je le surveille du coin de l'œil. Et derrière moi, il y a une fosse. Et je me dis, plonge, si il commence à vraiment tomber, tu plonges. Et elle était à 2 mètres de profondeur, mais tant pis, j'étais prêt à plonger dedans. Et quand ça s'arrête... Là, c'est le calme, mais un calme qui dure 3 secondes. Et la première chose que je vois après ces secondes de silence, c'est une femme qui crie, qui sort de la maison. Elle est en sang. Et tout de suite, il y a un Népalais qui la prend, qui l'emmène dans un taxi pour l'hôpital. Et là, on attend. Parce que le chauffeur refuse de prendre sa voiture. Moi, je n'insiste pas, j'attends. Et 1 demi-heure après, une autre réplique. On a eu 3 fortes répliques après. À 1 demi-heure d'intervalle à chaque fois. Ouais, à peu près, ouais. Et donc là, je reste 3/4 d'heure, 1 heure, presque 1 heure sur la place. Et après, ça s'arrête. Et là, je demande au taxi de m'emmener. Vous emmenez où alors, du coup?
Eh bien, ce que je cherche à faire, c'est de rejoindre l'auberge où je réside, parce que j'ai des amis là-bas, des amis népalais, et je veux absolument les rejoindre, voir si tout va bien là-bas. Alors, j'ai pas mon appareil photo, j'ai rien, je suis un petit peu choqué, j'ai pas l'instinct de faire des images. À un moment donné, je vois quelqu'un prendre son téléphone, faire des images, et là, je réagis, je dis, tiens, ouais. Donc, je fais un taxi qui est écrasé, des gens qui s'affairent à essayer de déblayer des débris, je prends quelques photos. Et là, j'arrive à Durbar Square. Et là, c'est la scène, là, j'ai eu un choc. C'est-à-dire? Parce que je vois les temples écroulés, des centaines et des centaines de personnes qui s'affairent à essayer de déblayer les décombres, donc je suppose qu'il y a des gens en dessous. Et là, je me rends compte de la catastrophe. Donc il va y avoir une première nuit. On se demande si vous avez réussi à dormir cette première nuit. Du tout. J'arrive à l'auberge, j'ai la chance que, contrairement à Frédéric, j'ai la chance de pouvoir prévenir via Facebook que je suis vivant. Votre famille ici? Que tout va bien, et j'arrive pas à téléphoner. Et après, plus rien. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. Et là, je décide de retourner faire des images. Là, c'est le côté photographe qui revient. Je vais essayer de témoigner de ce qui se passe, mais j'arrive pas à y aller tout seul. Incapable. J'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose, tout seul. Donc, y a un guide népalais qui décide de m'accompagner, qui m'emmène. Et donc là, je le suis, rassuré. Alors, impossible de venir en aide pour creuser, puisqu'on n'a pas le droit. Les militaires nous empêchent, la police nous empêche d'approcher pour creuser, pour aider à déblayer. Donc on ne peut rien faire, si ce n'est qu'être un simple spectateur et subir surtout les répliques qu'il y a régulièrement. Ça continue? Ah, ça continue, on a eu 30 répliques la première journée. Donc le soir, je rentre à l'auberge, on décide de dormir dans le jardin. On est allongé, et là, le sentiment, c'est qu'on est allongé, notre corps bouge. Tout le temps. Toutes les 20, 30 minutes, 3/4 d'heure, il y a une réplique. Et on se dit, ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais. Et c'est la fatigue qui commence à prendre le dessus, qui commence à... Mais toujours naïvement, me disant que ça va se terminer, et pensant que je vais recevoir mon groupe le lendemain matin pour faire le séjour culturel et photographique que j'avais prévu avec un groupe d'une dizaine de personnes. C'est l'idée de... On a eu chaud. Oui, ouais, c'est un peu ça, effectivement. On a l'impression d'avoir frôlé la catastrophe, Oui, et on réalise mais- pas qu'en fait elle est en cours. Voilà. Bah, c'est presque un soutien de cet espoir nécessaire, parce que je voudrais que tout redevienne comme avant. Ouais. Voilà. Il y a ce besoin de reprendre le cours de sa vie et de retrouver une forme de repère et de normalité qui nous rassure sur le fait que Et les avec choses un vont devenir sentiment comme avant. d'impuissance, toutes les 30 minutes. Alors, il y a un côté rassurant aussi, c'est que les répliques sont incessantes, mais de moins en moins fortes. D'accord. Donc, on finit par se dire que c'est en train de se calmer. Alors, la nuit blanche, forcément, parce que impossible de dormir dans ces conditions. Il se met à pleuvoir, donc on attend. Puis à 7h du matin, ça s'arrête. On dort pas. 7h du matin, plus rien, un calme, mais vraiment... Et là, on commence à être rassuré. On se dit, ça y est, c'est fini. Bon. C'est terminé. On va voir que c'est le contraire qui va se Et passer. non. On va en parler dans un instant. Frédéric, on va reprendre le récit de ce qui vous est arrivé. Donc on rappelle qu'à ce moment-là, vous êtes sur un canot de survie avec un capitaine, qui est un peu plus jeune que vous d'ailleurs, Oui, à absolument. ce moment-là, et vous êtes donc en pleine mer, dans l'océan Atlantique. Votre voilier a coulé, le téléphone satellite est tombé à l'eau. Vous avez juste 2 bouteilles d'eau. Et comment ça se passe en fait? C'est toujours la tempête, par exemple, dans les heures qui suivent? Alors, la tempête, elle va durer jusqu'à la fin du 2e jour, en fait. Donc, alors, faut aussi dire qu'on se connaît pas avec le capitaine. Donc, on se parle pas beaucoup, quoi. Vous faites des rondes, des gardes? Comment ça s'appelle? Alors, dès le départ, je propose, en fait, et c'est rapidement mis en œuvre, qu'on surveille l'horizon, qu'on fasse un tour à 360 pour, 2 jours comme 2 nuits, être récupéré par un cargo. Et alors on va voir que les émotions sont fortes parce que le 2e jour, vous voyez un cargo. Alors, le 2e jour, de nuit, en fait, on voit des feux de navigation d'un cargo qui approche. Et là, on se dit, ça y est, notre taxi pour rentrer, il est là. Donc, on est super heureux. Le bateau fait sa route assez proche de nous, donc on se dit, on va être repéré, quoi. Donc, au moment où on est vraiment assez proche, donc mon collègue prend l'initiative de tirer une fusée parachute. Et c'est là qu'on voit
un petit peu surpris. En fait, il n'y a pas du tout l'effet de la fusée parachute rouge dans le ciel ça fait un pchit. Donc, je lui en donne une deuxième. Donc, deuxième fusée parachute, même résultat, elle monte et en fait, elle brille pas, elle retombe dans l'eau. Donc, on se dit, bon, on va essayer un feu à main. On est un petit peu surpris parce qu'on se dit, c'est quand même des produits de survie. Il y a des vies en jeu. On est surpris que ça fonctionne pas, quoi. Donc, il claque un feu à main. Ça fait une belle lumière rouge sur plusieurs milles. Et là, donc je le retiens et il est, pour pas mettre le feu au radeau, on a eu assez de soucis comme ça, donc il est sur l'extérieur et on se manifeste. Et en fait, le cargo passe, change de route et nous, on l'aperçoit très très bien. On voit les feux de pont, on voit les gens, on voit tout ça, on a beau hurler et il continue sa route et après, on voit ces feux qui changent et il disparaît. Donc on passe de l'espoir au désespoir à nouveau. Là, on accuse le coup, on comprend pas. On se dit, mais comment il a pu ne pas nous voir, quoi. Céline, à quel moment vous allez commencer à vous inquiéter? Au moment où on vous prévient? Alors, on ne me prévient pas. En fait, il aurait dû arriver le 21. Donc, le 21, pas de nouvelles. Donc, je me dis, en mer, en effet, on sait quand on part. Normalement, on ne sait pas trop quand on arrive. Et le 22, là, pas de nouvelles. Là, je me dis, mince, il y a quelque chose. Donc, et j'ai appelé la société de convoyage pour demander si eux avaient des nouvelles et ce qu'il en était. Et en fait, elle m'annonce que, justement, elle essayait de me joindre, qu'elle n'avait pas mon numéro, mais que... Elle m'annonce qu'ils sont portés disparus. Voilà, donc le monde s'écroule. En fait, il n'y a pas de mots pour vraiment expliquer comment on ressent, parce qu'on n'y croit pas. Disparu, mais disparu comment? Pourquoi? Où? Alors après, on se dit, bon, peut-être qu'il y a le téléphone qui est tombé en panne, parce qu'à ce moment-là, moi, je ne sais pas qu'il a coulé. Donc, je suppose que peut-être que c'est une avarie au niveau des appareils. J'envisage pas le fait qu'il y ait un naufrage ou des choses, ou un piratage, ou tout ça, non, je l'envisage pas. Voilà, et on contacte un petit peu son frère, et son frère de cœur aussi, parce que voilà, j'essaye de me raccrocher. On est dans une bulle. Mais là aussi, je commence à me mettre dans ma bulle, ouais, complètement. Donc on attend un petit peu, on appelle les secours, le CROSS se met en place, la gendarmerie maritime se met en place, il y a des recherches aussi où j'ai l'adjudant, je me rappelle toujours de son nom, l'adjudant M. Buffer que j'ai au téléphone, et le mécanisme se met en place pour les recherches. D'accord, donc là, recherche, donc espoir. Donc espoir, toujours espoir. Et pendant ce temps-là, vous avez découvert que les vivres étaient périmés, que l'eau était presque imbuvable. Donc on a fini nos 2 bouteilles de minéral. Et effectivement, donc on dit, on a largement de quoi survivre. On ouvre la première dosette. Et là, il y a une odeur... les dosettes, elles sont dans de l'aluminium, en fait. Et là, il y a une odeur insupportable d'aluminium, d'eau rance. Enfin, c'est pas rance, mais c'est... Et on se dit, jamais on va pouvoir boire ça, quoi. Donc au début, on le jette. On dit, bon, comme ça fait, on va dire, 2 jours quasiment qu'on n'a pas mangé, il faut que le froid est quand même très très prenant. Il faut mettre un petit peu d'énergie dans la machine. Donc on dit on va manger 1 ou 2 biscuits, histoire de se donner un petit peu de calories. Et là, en ouvrant les biscuits, on voit que c'est devenu une poudre un peu informe. Donc on regarde plus les dates de péremption. Et là, on se rend compte que les dosettes, pareil, sont périmées de 10 ans. Que les biscuits, pareil, sont périmés. Bon, on se résigne à faire contre mauvaise fortune mon cœur et on en avale un petit peu. C'est pas le côté dégustation, c'est le côté survie. Là. Vu le froid, il faut absolument qu'on ait des calories à brûler. Donc on avale une cuillère de poudre le matin avec un petit coup de dosette et une cuillère le soir pour passer la nuit, pour se préparer, se redonner des forces. Donc, à ce moment-là, dans votre esprit, les secours ont commencé, a priori, à vous chercher. Pour nous, c'est clair que le 3e jour, et c'est les conversations qu'on a, donc je lui dis, t'en fais pas. Le 3e jour, on n'est pas présent à La Rochelle, il n'y a aucune nouvelle de nous, c'est sûr que ça se met en route. C'est peut-être administratif dans un premier temps, mais rapidement,
Ça va être diffusé au niveau des bateaux, on va avoir des avions. Donc on se fait plein de scénarios, en Voilà. tout cas, qui donnent de l'espoir à chaque fois. Tout à fait. Et du coup, au 4e jour, donc vous êtes de plus en plus affaibli, puisque vous n'avez pas mangé depuis 4 jours, vous êtes dans le froid, vous n'avez pas bu depuis 4 jours, et vous découvrez des blessures sur votre corps. C'est vrai que quand on s'est accroché un petit peu dans le gréement, moi je me suis blessé les mains. Et c'est vrai que le fait d'être dans l'eau de mer avec des blessures, même pas graves, très superficielles, ça commence à ronger la peau. Et donc ça devient un petit peu impressionnant. Et le fait d'être en jean, il y a toujours un petit peu d'eau dans le fond du radeau, même si on écope énormément. Donc avec la peau, ça commence à me faire des débuts d'escarres, en fait. Partout où je suis en contact, par exemple avec les bottes, ça commence à me faire des coupures assez, on va dire, assez inquiétantes, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a un moment où, d'un seul coup, l'espoir commence à s'émousser? Ah oui, alors en fait, c'est petit à petit, chaque minute qui passe à bord nous mine un petit peu plus, même si on choisit de rien laisser paraître, hein. C'est complètement intérieur. C'est-à-dire que vous ne partagez pas avec l'autre? Non, on a chacun notre combat. On commence à s'installer dans une routine de naufragés, en fait. Donc, avec les douleurs, après le manque d'hydratation provoque des blocages. Est-ce que ça provoque des hallucinations? Alors, moi, j'ai souffert de 2 hallucinations auditives. Et j'ai entendu une fois la radio, en fait. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, si la radio, c'est qu'il y a un bateau à côté où on arrivait. Et en fait, quand j'ai regardé, il n'y avait rien, quoi. Une sorte de mirage auditif. Ouais. Et c'est le même moment où vous parlez aux oiseaux? Alors en fait, oui, 4e ou 5e jour, premier vrai signe de vie, à ce moment-là, on voit des mouettes. Et là, on se dit, s'il y a des mouettes, c'est la terre. S'il y a la terre, c'est rentrer chez nous. Donc, quelque part, c'est la première, en 4-5 jours, c'est la première fois qu'on voit une forme vivante. Donc, du coup, on ne sait pas à qui envoyer nos demandes. Donc, j'ai dit, montrez-nous la terre, quoi. Et vous parlez à qui à ce moment-là? Vous pensez aux mouettes? Vous parlez aux mouettes? Vous parlez à Dieu? Vous parlez à qui? Disons qu'au fur et à mesure que le temps passe, on cherche à se raccrocher à autre chose qu'à l'humain proche, quoi. Donc, quelque part, à travers les mouettes et ce signe, effectivement, peut-être qu'on appelle Dieu, qu'on appelle une présence, qu'on appelle quelque chose qui pourrait intercéder en notre faveur, quoi. Mhm. Ce que vous dites très bien, c'est ce sentiment d'être abandonné. Parce que non seulement il y a le naufrage et la confrontation à quelque chose d'horrible et qui mobilise votre instinct de survie, mais ensuite il y a l'abandon de toutes ces formes d'humanité, enfin, qui auraient dû être présentes, le radeau qui fonctionne pas comme il devrait, les vivres qui sont périmés, tout ça, ce sont des humains qui, quelque part, ont mis votre vie en danger. Le paquebot qui passe et personne ne vous voit. Alors que, voilà. Donc, cette perte de confiance en l'humain, elle est, je pense, un petit peu plus accentuée, en tout cas, par la réalité de ce que vous vivez. Et du coup, il y a un moment où on ne s'en réfère plus, effectivement, à l'humain, puisque il n'est pas là, mais à autre chose. Vous avez eu la sensation de l'abandon? Ah oui, oui. Là, je vais vous approuver quand Gisèle parle. On a eu la sensation d'être complètement abandonné de tous. Ouais. Et alors, c'est pas fini parce que le 6e jour, il va se passer quelque chose. C'est quoi? C'est la toile sur laquelle vous reposez Voilà, donc le 6e jour, après avoir eu une partie de temps clément et des tempêtes qui ont quand même éprouvé fortement le radeau, d'un seul coup, le fond du radeau devient glacé. L'eau pénètre directement, et cette eau froide qui d'un seul coup envahit notre espace vital, là on se dit c'est la mort qui est en train de rentrer, quoi. On est attiré par la mer, en fait, va pas nous rendre, quoi. Elle va nous prendre, quoi. Donc sur le moment, il y a eu un moment de panique à bord. Donc on a baissé les bras, en fait, on savait pas du tout quoi faire. Donc la première chose, quand vous avez de l'eau qui rentre, vous écopez. Donc là, on avait une petite boîte à biscuits parce que les copes étaient cassées, mais on a une petite boîte à biscuits qu'on avait vidée, donc on commence à vider l'eau, mais on se rend rapidement compte que ça sert à rien, puisque, on va dire, en fait, c'est la toile du radeau qui commence à avoir un trou, et donc le fond du radeau commence à lâcher, en fait. Donc forcément, l'eau glacée rentre.
Et là, c'est vrai qu'on a du mal à gérer nos émotions, quoi. Il se passe quoi concrètement? Vous avez le désespoir au même moment tous les deux? Ah oui, oui. En fait, moi, je me rends compte en premier qu'on prend l'eau. Et là, je suis abattu, je me dis, c'est l'âge commun, quoi. Et sur le coup, il y a un vent de panique, on a envie de quitter le radeau, quoi. Donc, C'est-à-dire que ça vous traverse l'esprit. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez envie d'accélérer le mouvement. Vous dites, vaut mieux que je plonge dans la mer. alors, ça nous traverse l'esprit. On se dit, est-ce qu'on met pas plutôt fin rapidement à nos souffrances plutôt que de se laisser dériver comme ça? Et d'un autre côté, on se dit, et si dans 10 minutes, on avait un cargo qui arrive, quoi? Donc en fait, je rassemble mes forces et mes esprits et je me dis, on va essayer de trouver un système pour réparer. Donc on tâtonne un peu et finalement, on arrive, ça nous prend la demi-journée, mais à trouver une réparation de fortune. Donc ce qui est incroyable, c'est que dans un moment de désespoir presque obligatoire, où c'est une accumulation de signes qui peuvent enlever l'espoir, donc il y a un moment où il n'y a plus d'espoir, et puis d'un coup, il y a une lueur, quoi. C'est quoi? C'est tant qu'il y a de la vie, tant qu'on respire. C'est quoi Voilà, fascinant. de se dire, ça serait trop dommage Après tout ça. qu'on vienne, voilà, avec tout ce qu'on a déjà souffert. Et puis quelque part, on a aussi tout le temps de penser à nos proches à terre. Et ça nous donne de la force, ça. Ça nous donne une énergie et une volonté de s'en sortir en disant, mais s'ils viennent pas nous aider, on va se débrouiller tout seul, quoi. On va rien lâcher, quoi. D'une certaine manière, vous êtes en train de dire si c'est parce que j'étais amoureux que ça m'a aidé à tenir aussi? Ah oui, c'était un... Je pense que quand il y a personne qui vous attend, vous vous dites à quoi bon Ouais. rentrer, quoi. Ouais. Le cerveau fonctionne bien, là. On Parce se que projette, en ouais. fait. Ouais. Ouais. On se projette C'est bon. énormément. On se projette même en train d'arriver, de s'échouer sur une plage. On se dit, comme on n'a pas eu beaucoup de chance jusque-là, éventuellement, ça sera des rochers, mais c'est pas grave. Ouais, le mot projection, c'est exactement ça, parce que moi, à plusieurs reprises, je me suis vu retrouvant ma famille, ma compagne, les enfants, et être en sécurité. Et ça, plusieurs fois. Là, la projection, elle est... Donc c'est ces pensées-là qui, Ouais, dans le ouais. pire, On sait qu'à un moment donné... on se ça- détache du réel pour être dans Ouais. la... tout à fait. Et on sait que ça fonctionne très très bien, c'est-à-dire que des images qu'on convoque, consciemment ou pas, mais des images qu'on convoque vont avoir un effet tout à fait réel sur la manière dont le cerveau fonctionne, sur la chimie du cerveau. Et au moment où vous vous sentez abandonné de tous, les mouettes aussi, elles n'ont pas pu faire grand-chose. Donc vous êtes abandonné de tous, vous devez faire appel à vos propres ressources. Tout ça, ce sont des mécanismes qui fonctionnent, qui ont fonctionné pour vous, qui avaient cette pulsion de vie formidable. Et parfois, effectivement, pour certaines personnes, ça fonctionne moins bien. Céline, ce qui est important, c'est que pendant que Frédéric vit ce calvaire, vous allez fêter Noël dans des conditions très spéciales. C'est quoi? Vous êtes avec la famille et vous êtes dans un coin? Oui, moi je suis avec la famille. Alors en fait, quand on apprend la nouvelle, c'est vrai que on s'écroule, on est en pleurs, on dort pas, on mange pas, voilà. Et à un moment, on se dit, il faut quand même que on soit bien. Il faut prendre sur soi, pareil, pour quand il va arriver, qu'on puisse l'accueillir. Et si nous on n'est pas bien et qu'il n'est pas bien, ça n'avancera pas. Donc en fait, on se force un petit peu à manger, on se force à dormir, à essayer de dormir avec le téléphone à côté de nous. Et en se disant, ça va sonner un moment et il va falloir aller le chercher. Donc, Bon, ça, c'est et- pendant que les recherches sont en cours. Et puis le 26 décembre, on vous dit, on arrête les recherches. oui, alors moi là, dans ce cas-là, c'est l'effondrement. Entre-temps, c'est vrai que moi, pour évacuer vraiment mon mal-être, je descends et c'est là où moi j'appelle par contre mes anges et mes amis qui sont décédés en disant ramenez-le-moi parce que voilà quoi, on peut pas faire ça. Mais je perds pas espoir. Pour moi, il est vivant. Comme lui a eu ce ressenti de pas vouloir y aller, moi j'ai ce ressenti de il est toujours vivant. Même quand on Donc, vous dit, on arrête les même recherches. quand on me dit on arrête les recherches, j'y crois pas. Et tous Quand les vous explique moyens- pourquoi, on vous dit les conditions sont difficiles et franchement, c'est pas possible qu'ils aient survécu. Et puis, il y a eu tous les moyens, ils ont quadrillé. Moi, j'ai eu au téléphone l'adjudant toujours qui quadrillait la zone, jour après jour. J'avais eu aussi une annonce comme quoi ils avaient trouvé un radeau de survie, de savoir si c'était eux, si c'était le leur. Donc si là, c'était eux espoir. dedans. Espoir. Après, vous attendez. Donc, et là, on vous dit non, finalement, c'est pas le leur. Désespoir. Mais on lutte toujours en positive. Et voilà. Et quand ils nous disent on arrête les recherches, nous, on se dit avec les familles et on se dit non, on n'arrête pas.
on va trouver des moyens de le chercher et c'est impossible. On n'y croit pas. Comme il est à côté de vous, on voit que vous avez bien fait. Et on va voir ce qui s'est passé. Michel, donc vous étiez donc au Népal pendant ce tremblement de terre. Vous avez vécu le tremblement de terre dans ce taxi, le taxi qui part en courant, une trentaine de répliques, des nuits blanches. Vous êtes en train d'attendre. À un moment donné, vous pensez que c'est bon, parce que ça s'arrête en fait. Ça s'arrête à 7 heures et là, je me dis, ça y est, c'est fini. Ça va rentrer dans l'ordre. J'attends le groupe, puisqu'il devait atterrir l'après-midi. Et là, je décide d'appeler Yam, mon guide, et je lui demande de m'accompagner pour faire des images. Et là, je découvre un peu plus l'ampleur de la catastrophe, les maisons détruites. Et à un moment donné, ça recommence. Et là, c'est encore plus fort. J'ai l'impression que c'est encore pire que la veille. Ça tremble de partout, on se retrouve projeté au sol, à se tenir presque la main. On peut rien faire, si ce n'est regarder ce qui se passe autour de soi. Moi, je revois les bus qui bougent dans tous les sens, les gens qui s'accrochent au toit, la maison qui s'écroule devant moi. Et là, je me dis, ouais, c'est la fin. Et puis, ça a été vraiment à l'intérieur de moi. Ça a été si profond que j'ai pas pu réagir. Et je me suis vu mourir. Je me suis dit, ça y est, je voyais la route s'ouvrir, qu'on allait tous basculer. Enfin, vraiment, je me suis vu simplement mourir pendant quelques secondes. Et quand ça s'arrête, là, j'ai les larmes aux yeux et je me rappelle des premières paroles que j'ai dit à Yam. J'ai dit, Yam, je peux plus, faut que je rentre. Parce que pour moi, je restais au Népal. Pour moi, je restais pouvoir faire des choses. Et là, je lui dis, non, je rentre, je peux plus, j'en peux plus. Donc la première chose, je me rappelle, je vais dans ma chambre, je prends la valise, je la jette dans le jardin, toutes mes affaires en vrac, je plie tout ça, je dis au revoir à Dolma là, qui tient l'auberge, je la serre très fort dans mes bras, je m'excuse. J'ai un sentiment de culpabilité. Donc vous dites au revoir en vous excusant. Ouais. Et donc là, je tente de rejoindre l'aéroport, et là c'est une vision de... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'adore les films catastrophes, mais là, j'avais l'impression d'être au milieu d'un film catastrophe. Et parce que des milliers de personnes qui essayent de quitter Katmandou, enfin, c'est vraiment une vision cauchemardesque. Et là, impossible de rentrer dans l'aéroport. De toute façon, pas d'avion, donc impossible. Donc, je fais demi-tour et je décide d'aller à l'ambassade de France. Et donc, l'ambassade de France, j'arrive. Madame l'ambassadeur m'accueille. Elle me dit, je vous enregistre et après, vous allez à l'école française. Là-bas, il y a un terrain, vous serez sous tente, vous serez à l'abri. Donc, un petit instant de panique. Presque parce que je me dis, tiens, les autorités françaises, ils nous abandonnent. Donc, on se demande où on va se retrouver. Nouveau le sentiment d'abandon. Ouais. Effectivement, j'ai ressenti ça. Et il y a des choses, des histoires quand même assez éloignées. Oui. Mais il y a des points communs qui convergent. La même sensation traversée. Ouais, exactement. Le désespoir, le sentiment d'abandon. Ouais. Et donc là, j'arrive à l'école française. Et là, il y a une dizaine de grandes tentes de dressés, des gens. On est à peu près une centaine de réfugiés. Et là, un moment de sécurité. Là, parce que contrairement à Frédéric, là, je ne suis pas tout seul. On arrive, il y a un point Wi-Fi, donc on arrive à téléphoner, etc. Et donc, on se dit, voilà, on s'en sort. Mais toujours avec un petit peu de culpabilité d'avoir abandonné les amis. Alors, on verra effectivement qu'il y a encore des répliques, que vous avez fini par partir, et on verra que vous êtes revenu sur place. Oui. Évidemment. Juste parce qu'on a envie d'un dénouement, Frédéric, donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va y avoir d'autres cargos qui vont passer, d'autres espoirs, ou finalement c'est celui qui vous a recueilli qui sera le deuxième? Alors en fait, on va croiser, il y a ce qu'on appelle, ce que je ne connaissais pas, il y a des autoroutes ou des routes à cargo en fait. Donc au fur et à mesure de notre dérive, de temps en temps, on va se retrouver à pouvoir apercevoir, des fois de trop loin pour être vu, mais donc on va utiliser tous nos moyens pyrotechniques, tous nos feux à main, parce qu'on va régulièrement, surtout de nuit, croiser des cargos, se manifester, et ils ne nous voient pas, pareil. Et à chaque fois, il y a de l'espoir et du désespoir. Voilà, à chaque fois on se dit... Un ascenseur émotionnel terrible à chaque fois. Voilà, et à chaque Parce fois... que c'est une histoire de vie ou de mort en fait, à chaque fois. Et à chaque fois qu'on sort, on va dire, la tête du radeau en pleine nuit, il fait extrêmement froid, les conditions sont loin d'être idéales. Donc c'est un super effort pour nous, on programme tout, on se dit allez celui-là il nous ramène. Et en fait après on se retrouve à grelotter dans le radeau, trempé, en se disant non, encore un quoi.
Mais arrivé à un moment, en fait, c'est plus possible, quoi. Donc l'eau envahit en fait l'intérieur du radeau. Donc on prend les tapis de sol. Cette nuit-là, en fait, la lampe ne marche plus. Elle a rendu l'âme. Il n'y a pas de lune. Donc on est dans un noir absolument complet. Et d'un seul coup, il y a cette eau froide qui arrive à passer par-dessus notre petite protection. Donc on a vraiment l'impression d'être aspiré par le fond, sans pouvoir rien faire, dans le noir complet. Donc là, on pète un peu les plombs, quoi. Là, humainement, c'est la pire nuit de mon existence. Et je la souhaite pas, mon pire ennemi. Là, c'est chaque seconde qui passe. Il n'y a plus de notion de temps. Il n'y a plus rien. Il n'y a qu'une souffrance. En fait, c'est un calvaire, quoi. Un calvaire d'entendre l'autre, un calvaire de s'entendre soi. Et donc, c'est vrai que ça va nous user. On va dire, cette nuit, elle va nous achever, en fait. Donc, le 9e jour, quand ça démarre, on est dans un état de fatigue, de manque de tout. On n'a quasiment pas mangé depuis 9 jours. De carence. Dans le froid, dans l'humidité et dans le désespoir. Puis voilà. Et là, on commence vraiment à être empli d'un profond désespoir qui fait que on viendra peut-être pas nous secourir, quoi. Et dans l'après-midi, en fait, il y a un cargo qui passe. Le soleil commence un petit peu à tomber, très légèrement. Et on voit ce cargo, donc on va tout donner, là. Donc on accroche nos lambeaux de couverture de survie qui se sont désagrégés. C'est stupide, mais il y a un sifflet de secours comme les maîtres nageurs, donc je le prends pour siffler comme un dératé. Mon collègue hurle tout ce qu'il peut, on essaye de se signaler, mais malheureusement, une fois de plus, il passera, on le voit très très bien, mais il passe, on a le soleil derrière nous, donc il nous voit pas, et il passe devant nous, comme ça. Donc là je me dis ce coup-ci, c'est fini, quoi. Donc là, moi je baisse les bras, le capitaine a réussi à fabriquer la dernière journée comme 2 hamacs, en fait, puisque l'eau est complètement dans le radeau. Il n'y a quasiment plus de différence entre la mer et le radeau. Donc en fait, on est en train de couler avec le radeau, quoi. Donc là, je me dis, ça fait un petit peu trop pour nous, donc autant... On aime bien le un petit peu à chaque fois. Autant se laisser aller, voilà. Bon, je sais que je suis en hypothermie, je sais que je vais pas bien, physiquement, je suis faible, donc je me dis, on va se laisser dériver, aller par le froid. Et puis la houle commence à s'intensifier, on sent qu'on monte et qu'on descend. Donc je me dis que ça annonce une tempête. Et dans l'état, notre embarcation, je me dis qu'on passera pas, c'est la 10e nuit, on la passera pas, quoi. Donc là, vous êtes résigné. Voilà. Donc en fait, moi, je m'allonge. Et je dis à mon collègue, écoute, pour moi, ça va s'arrêter là. Vous formulez ces mots-là. Voilà, grosso modo, je lâche l'affaire, quoi. Je peux plus. Et alors, je sais pas si je m'endors d'épuisement ou si je m'évanouis, je sais plus. Mais je suis complètement parti, quoi. Voilà. Donc j'ai tout lâché, je me rends même plus compte où je suis, rien du tout. Et c'est, je peux pas dire un temps, quelques temps après, on va dire, où mon collègue me secoue énergiquement, me disant il y a un cargo qui nous fonce dessus. Et moi, je comprends. En fait, je suis tellement dans le coltard que je ne comprends pas ce qu'il me dit, quoi. À ce moment-là, vous savez pas si vous avez vu. Et à ce moment-là, non. À ce moment-là, on est. Donc à ce moment-là, Il peut vous sauver ou vous engloutir, quoi. Alors voilà. Donc la réponse que je lui fais, je lui dis écoute, il va certainement régler notre problème. Je dis soit il nous écrase, soit il nous sauve. Hein. Vous dites ça? À peu près, ouais. Vous êtes comme Bruce Willis, dans les catastrophes les pires, vous avez de l'humour, quoi. Au niveau de la chevelure, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est dans les films américains que vous aimez bien, il y a toujours le mec, il a quand même toujours un trait d'humour dans les moments les pires, et vous dites, il va régler notre problème. Jusqu'à la fin, il y a eu un petit trait d'humour. Ça va avec la pulsion de vie. Hein. Qui caractérise. Et le navire arrive à vive allure sur nous. Et donc là, c'est pareil, on tente le dernier espoir, on hurle, on se manifeste, on agite. On a 2 petites pagaies qu'on bouge comme des... Peut-être dérisoire, c'est ça que vous voulez dire. Ah oui, c'est vraiment dérisoire. Et en plus, ils sont dans un gros cargo qui fait 130 mètres, 140 mètres, 25 000 tonnes. Quelque part, ils nous entendent pas. Hein, donc, mais nous, on se sent obligé c'est humain, quoi. On se sent obligé d'appeler au secours, quoi. Et d'un seul coup, on voit le bateau qui nous fait un coup de corne de brume, ce qu'on appelle. Et mais je suis obligé de demander en fait à mon collègue de savoir si j'ai pas rêvé
Et il me dit non, je crois que tu as raison, je crois que je l'ai entendu aussi, quoi. Et on voit le cargo qui passe à toute vitesse, à ras de nous, en fait, à une vingtaine de mètres. Et on voit l'équipage qui se met à courir dans tous les sens, préparer des bouées, etc. Et là, on se dit, c'est bon, celui-là, il va s'arrêter, quoi. Vous me donnez la chair de poule. Ouais. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'il y a des images, parce qu'il y a quelqu'un à bord de ce cargo qui va prendre son téléphone et qui va filmer. Donc, on va pas vraiment vous reconnaître. Je crois que vous êtes à droite de l'image. Mais en tout cas, tout ce que vous venez de raconter, bah, c'est vous. Je suis en jaune, avec la puce. Donc, après 9 jours en mer, vous pouvez Voilà. vous rappeler de ce que vous ressentez à ce moment-là, parce que là, d'un coup, c'est... Ah oui, tout à fait. On est comme au premier jour. Il y a une ligne, en fait, qui est arrivée, qui maintient le radeau près de l'échelle. Non, là, je récupère la bouée, en fait, de manière à me sécuriser et à essayer de plaquer le radeau contre l'échelle. Mais est-ce que vous allez avoir Et la voilà. force de monter? C'est ça la vraie question. Voilà, ben là, je me suis accroché, je suis les jambes dans le vide et je me dis, il faut que j'arrive à caler mes jambes. Je perds la bouée, forcément. Et là, je me dis, bon, ben, maintenant, je suis à quelques mètres du but. Bon, il y a 10, 15, 18 mètres, je sais pas, à monter. Mais je me dis, de toute façon, barreau après barreau, faut rien lâcher, quoi. Parce que derrière, il y a des hélices, en fait. Et comme le bateau déjauge, on a vu les hélices quand on s'est rapproché qui sortaient de l'eau. Donc on se dit, on peut pas. Même si moi j'ai peur de tétaniser au niveau des muscles, mais je me dis de toute façon, même accroché à l'échelle, je suis le bateau, quoi. Une moule sur son rocher, mais lui je le lâche pas, quoi. Il s'est arrêté, il est hors de question que. Et puis on se dit, si on tombe à l'eau, dans l'état de fatigue où on est. C'est hallucinant parce que c'est au moment où vous étiez le plus désespéré, vous aviez accepté l'idée de la mort, vous étiez résigné, que d'un seul coup, on va appeler ça le destin, parce que je vois pas d'autres mots là tout de suite, mais où d'un seul coup, il y a un cargo qui arrive et qui vous voit cette fois. Et quand j'avais raconté en disant, ben, je saute, je m'accroche à l'échelle comme Belmondo, et ça avait fait rire tout le monde. On m'a dit, mais dans ton état. Et je dis, non, mais je vous jure, c'est ça. Et les images, je les ai reçues il n'y a pas très longtemps par le capitaine ukrainien. Et, Cargo ukrainien. Voilà. Et en fait, j'ai pu prouver, parce que je les avais pas vus. Vous avez sauté. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment où l'espoir revient, malgré le fait que vous n'ayez pas mangé depuis 9 jours, ben d'un coup, il y a une sorte d'instinct de survie qui permet de faire ça. Et la petite blague que je sors à mon collègue, je lui dis, bon, écoute, j'y vais en premier, je crois qu'on n'a pas le temps de prendre un café. Et hop, je saute sur le... Et Bah oui, voilà, oui. le petit mot d'humour en disant, bon, c'est bon, on finit là-dessus. Et maintenant, on s'accroche à la vie, quoi. Et j'ai ma deuxième vie qui commence à partir d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que ce sont des mots d'aujourd'hui ou vous avez vraiment pensé ça à ce moment-là? J'ai eu l'impression de renaître, en fait. J'ai laissé le premier fret dans le radeau et je me suis dit, ça y est, il m'offre une deuxième venue au monde. Donc on va redémarrer, je vais en être conscient de cette deuxième chance. D'être conscient de ça à ce moment-là? Ah oui, Qu'est-ce que complètement. vous ressentez quand vous dites ça aujourd'hui? J'espère pas m'être trahi par rapport à ce que je pensais à ce moment-là. Parce qu'on se fait plein de promesses, plein d'engagements, plein de... Parce qu'à ce moment-là, vous vous dites j'ai envie d'être quoi? Alors en fait, on se dit, si on s'en sort, c'était la grande phrase, si on s'en sort, on sera meilleur. Si on s'en sort, on sera peut-être un peu moins égoïste. On aura plus de bonté envers tout à chacun. On sera plus ouvert sur le monde. On va plus donner, quoi. Bizarrement, on a cette notion de revenir en étant meilleur. Comme si on avait eu à purger des fautes qu'on n'a pas commises, quoi. Mais voilà, le but, il est vraiment de se dire, on revient et on va profiter de la vie et on va être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de différent de quand on est parti. Ouais, c'est comme si on vous avait donné la chance. Le on, évidemment, peut être tout à fait variable, mais comme si on vous avait donné la chance d'avoir une seconde vie ou de continuer à vivre, et il ne faudrait pas gâcher cette chance. Céline, vous apprenez comment alors qu'on l'a retrouvée? Alors moi j'apprends par toujours le même adjudant, par téléphone, où il m'appelle en me disant mais on les a retrouvés, ils sont vivants et ils sont vivants tous les deux. Et pour moi ça a été une éternité d'apprendre qu'ils étaient vivants et tous les deux. Pour moi c'était très important
parce que ça aurait été un autre traumatisme également, et savoir lequel éventuellement, enfin voilà, ça rentrait. Et c'est vrai que ça a été les larmes de joie, on reprend le téléphone, on appelle tout le monde, on appelle les proches, voilà, c'est l'euphorie, et le sourire revient aux lèvres, quoi. Mon petit-neveu m'a dit, mais tata, ça fait du bien de te voir sourire, quoi. Donc c'est vrai que c'était super. Vous vous rappelez de votre première conversation au téléphone? Alors oui, parce qu'il m'a appelé du cargo le jour même, enfin le jour où il est arrivé. Et voilà, il m'a dit, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. C'était les mots. Voilà, ça c'est les mots, voilà, exactement. Ouais. En pleurs, évidemment, mais comme quoi il était vivant. De toute façon, c'était difficile de parler parce que voilà, il y a l'émotion, il y a les pleurs, il y a tout. Mais oui, je suis vivant. C'est exactement ce qu'il a dit. Bon, et les retrouvailles, c'est comme à Hollywood? Non, les retrouvailles, en fait, il était en Espagne parce que le cargo l'a redéposé en Espagne. Vous êtes hospitalisé au début? Voilà, ouais, tout à fait. Ouais, traité. À l'hôpital, et donc j'ai voulu aller le retrouver. Et en fait, il a préféré qu'on se croise pas. Donc du coup, il est revenu, on l'a récupéré à l'aéroport. Et voilà, les retrouvailles. Mais bon, abîmé, évidemment, il pouvait pas marcher. Et avec des nuits de cauchemars, hein, où j'ai le droit à écope. T'as des cauchemars, des cauchemars. Des cauchemars. Ouais, Vraiment. un retour ouais, sur la première semaine très difficile. Ouais. Mm. Physiquement, voilà, hypothermie, j'avais des petits soucis au niveau poumon, les blessures, bon, physique c'est une chose. Et puis dès que la nuit arrivait, on va dire avec les douleurs, en fait, ça me faisait rebasculer dans le cauchemar. Donc plusieurs fois dans la nuit, c'est vrai que je mettais un petit peu le bazar à la maison. Donc pourtant on était en famille, on était bien, mais oui, j'ai mis un petit moment à décrocher. En fait, c'est parti avec les douleurs, en fait. Quand les douleurs physiques se sont estompées, les nuits sont devenues plus apaisées. Et alors ce traumatisme-là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot a priori, hein. Est-ce que vous avez eu le besoin, j'avais envie de dire, de voir un psy ou une psy pour parler de ça, ou pas du tout? Alors, ce que j'avais vécu, ça me paraissait tellement irréel et tellement dur à raconter avec des mots à l'époque que j'ai demandé plutôt à pouvoir l'écrire. Mon histoire telle que moi, je l'ai vécue. Et le fait d'écrire, vous avez la sensation que ça vous a aidé? Énormément. Ça m'a permis de mettre des mots sur ce que j'aurais pas pu raconter. Parce qu'en fait, j'ai raconté à personne ce qui s'était passé. Donc je leur ai dit, c'est bon, ça en est sorti, ça a été dur, oui, on a eu soif, on a eu froid, mais voilà, mais j'ai pas voulu, je me suis dit, ils ont déjà assez souffert, sans leur rajouter une dose de pathétique, voilà. Et puis quelque part, fallait privilégier les retrouvailles, la joie, le fait de passer un 31 décembre avec une petite coupette de champagne, voilà. Je me dis, on a loupé Noël, il faut quand même qu'on se fasse plaisir sur la nouvelle année. Donc voilà, j'ai voulu mettre de côté tout le côté douloureux qui était enfoui en moi. Et en fait, j'ai réussi à mettre des mots. Et c'est parti. Et du coup, j'ai écrit 170 pages sans m'arrêter, en fait. Les miraculeux de l'Atlantique, effectivement, c'est le titre du livre. Et donc, Ghislaine, le fait d'écrire, même si c'est pas pour être publié, il se trouve que ça a été publié, mais même si c'est pas pour être publié, en quoi et pourquoi ça aide? Il faut que cette histoire puisse prendre forme pour qu'elle arrête de se rappeler à nous sous forme d'images fixes, donc traumatisantes, qui ne vont pas aboutir à un scénario qui se terminera bien. Et donc, mettre des mots, raconter une histoire, c'est un début et une fin. Ça veut dire qu'il y a une fin à ce drame. Il y a une fin à ce C'est consigné, on peut passer à autre chose. C'est consigné, c'est une manière justement de sortir de ces ruminations et de pouvoir reprendre le cours de sa vie, en étant peut-être un homme meilleur, en s'identifiant peut-être plus aisément, avec plus d'humanité à tout ce que des gens vivent et toute la souffrance possible, etc. Et c'est très important, vous le disiez très bien, d'être entouré, pas nécessairement d'avoir des gens qui vont nous demander de raconter, parce qu'au contraire, vous dites que c'est douloureux de raconter. Mais la chaleur, l'entourage, l'amour, la tendresse, hein, Je pense qu'il y a une certaine décence des gens autour de nous qui ne cherchent pas forcément à tout connaître. Parce qu'ils savent que ça a été très douloureux, tellement traumatisant, qu'ils vont... Moi, j'ai pu comprendre certaines personnes qui ne m'ont pas trop demandé parce qu'ils savaient que c'était douloureux à raconter. Donc, effectivement, il y a peut-être une certaine décence. Et le fait soit d'écrire, soit de faire comme j'ai fait avec le documentaire, ça permet de pouvoir montrer aux autres sans avoir besoin de prendre la parole. Absolument. Et donc, dans votre cas, vous êtes retourné au Népal ?
Alors oui, moi de toute façon très rapidement j'ai été habité par la culpabilité de rien pouvoir faire parce qu'on ne peut rien faire. Donc c'était inconcevable pour moi de rester inactif. Donc j'ai déjà demandé aux personnes avec qui j'avais sympathisé s'ils pouvaient me donner leurs images, leurs vidéos pour que je puisse réaliser un documentaire pour faire parler de toute cette histoire et de pouvoir venir en aide au Népal à l'aide d'appels aux dons, etc. Via mon association Regard Croisés sur le Népal. Et donc moi, la première chose que j'ai dit aux personnes avec qui j'ai cohabité dans le camp de réfugiés, c'était « je reviendrai ». Et je me rappelle, ma petite Zoé de 6 ans, à l'époque, me dit je sais papa, j'ai peur, tu retournes là-bas, mais je sais que tu vas aider les enfants qui sont morts dans les maisons détruites. » Waouh! Et là, je lui explique, je dis non, j'y retourne pour pouvoir les aider, les enfants qui sont vivants. Donc, c'est vraiment très forte au niveau des paroles. Donc, j'y retourne 30 jours après, une trentaine de jours après, avec une autre association, Gers Himalaya. Et les premières nuits, c'est pas ça, hein, c'est les nuits blanches. Je ressens les tremblements. Je demande à mon guide, Yam, il y a encore des répliques? Et il me dit, oui, il y a encore des répliques la nuit, le jour. Et là, je dis, bon, t'es pas fou, tu les ressens. Et là, ça m'a rassuré. Et là, je l'ai bien vécu. Donc, toujours avec cette petite peur, puisque impossible de monter aux étages supérieurs pour manger, ou etc. Impossible de rester plus de 5 minutes à des étages, faisant attention à chaque fois à l'état des maisons pour être sûr que s'il y a un autre tremblement de terre, que ça s'écroule pas sur moi. Une forme de phobie, quoi. C'est-à-dire que vous êtes attentif je pense, à chaque seconde. Mais c'était vers la voie de la guérison. J'étais obligé de passer par là. Donc maintenant, j'y retourne tout aussi régulièrement. Et là, j'y retourne au mois d'avril, là, pour les 2 ans aussi. J'emmène des groupes pour faire découvrir le Népal, mais je sais qu'il y aura les 2 ans, le 25 avril, et je serai présent sur place. Donc, il y aura toujours ce sentiment. De toute façon, là, j'en reviens. Voilà, 3 jours, j'étais encore là-bas. Et tous les jours où je suis là-bas, je ne peux pas m'empêcher d'être dans l'attente de ce qui pourra arriver. Mais je le vis de mieux en mieux. Vous nous direz, Ghislaine, si vous comprenez pourquoi il y retourne, parce que vous aussi, vous y êtes retourné en mer, assez rapidement. Oui, sur des bateaux, cette fois-ci, plus sur des radeaux. Vous auriez pu ne pas. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut se dire, c'est pas pour moi, je vais retourner à l'œnologie ou faire autre chose. Et là aussi, c'est une hésitation ou c'est une évidence? Rapidement, je me suis dit, il faut que j'aille voir si ça le fait toujours, quoi. Et vous vous rappelez des premiers instants? Ah, absolument, oui, je me rappelle. J'étais pas à mon aise, en fait. Parce que je m'interrogeais, parce qu'en fait, quand on vit 9 mois sur la mer comme ça, que ce soit l'océan ou la mer Méditerranée, on crée un lien en disant, est-ce que tu vas me laisser sortir vivant de... Personnifier absolument l'océan ou la mer. Et voilà, et là, je me suis dit, est-ce qu'elle veut encore bien de moi, comme moi, j'ai toujours voulu d'elle, quoi. Vous avez entendu? Ouais. Vous avez fait un beau lapsus. Ouais. Vous avez dit quand on vit 9 mois sur la mer. Ah oui. Donc c'était 9 jours. C'est vrai que c'est une renaissance. Et voilà, on est dans la... J'ai entendu. Et en fait, je me suis surpris à prendre toujours beaucoup de plaisir, à me décontracter et à me dire non, ça me plaît toujours. On est sorti sur un voilier, à la gîte, comme on est sur un voilier, beau temps, un peu de vent. Et j'ai repris la barre rapidement et je me suis dit, voilà, non, on continue. Ce qui m'est arrivé, ça ne doit pas arriver, donc on continue. Et vous prenez la mer ensemble maintenant? De temps en temps, Ça on nous essaye, arrive, on hein. aimerait bien plus souvent. Voilà. Donc on navigue toujours, on est toujours dans le yachting tous les deux, à différents postes. Et on essaye de naviguer le plus souvent ensemble. Et là, on a un projet, c'est de trouver un propriétaire sympathique avec un joli catamaran pour partir naviguer ensemble. Et qui vérifie quand même la sécurité. Ça, c'est le capitaine qui s'en occupe. Vous êtes capitaine maintenant? Oui, je suis capitaine maintenant et je suis assez intraitable sur la sécurité. Sur le radeau, surtout. Sur toute la sécurité. Bon, écoutez, je suis assez estomaqué. Vous comprenez cette idée de devoir y retourner? Chacun fait comme il peut. Là, vous dites très bien qu'il y a l'idée d'aller retrouver des gens que vous auriez abandonnés avec beaucoup de culpabilité. Donc, il y a la nécessité de retrouvailles avec ces gens et de calmer un petit peu ce sentiment tout à fait légitime de les avoir abandonnés. C'est quand même un combat sur soi-même, parce qu'il faut se forcer à un moment donné, parce que moi je sais que quand j'ai posé le pied sur le tarmac
un mois après, voilà, il faut se forcer. C'est une violence. Là, on se fait une violence, on dit allez, hop, tu y vas. Et vraiment, c'était cette volonté. C'est-à-dire que, effectivement, ça n'est pas toujours nécessaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de gérer son sentiment de culpabilité. Alors, soit, voilà, certaines personnes vont faire comme vous, vont se forcer, en général parce qu'ils ont été pris dans un événement où d'autres personnes ont souffert. Hein. Là, vous allez dépasser votre peur ou retrouver votre plaisir de naviguer. Là, je pense que vous allez réparer les gens que vous avez le sentiment d'avoir abandonnés. J'ai une image ultra marquante, une des images les plus marquantes, quand je prends l'avion de rapatriement, le mercredi, je monte dans l'avion et je vois cet homme allongé sur une civière, les jambes dans le plâtre, les bras dans le plâtre, tuméfié de partout, marqué de partout, mais vraiment un visage déformé. Et là, je peux pas m'empêcher, je lui prends la main, j'ai dit on rentre. Et une compassion énorme, et à la fois le plaisir de rentrer, mais à la fois le sentiment d'avoir eu de la chance. Vraiment une chance énorme, parce que j'ai pas été dans cet état-là, j'ai pas été abîmé, et vraiment, c'est tout un mélange de choses. Culpabilité, chance. On va continuer cette conversation. Vous allez nous dire ce que vous êtes devenu, parce que vous avez été assez authentique tout à l'heure en disant « J'espère que je suis devenu aussi bon que ce que je souhaitais ». Je voudrais juste vous montrer les images d'un homme qui lui aussi est un survivant, puisqu'il a vécu un drame en 2004, c'est le tsunami. Il a beaucoup perdu, notamment des membres de sa famille, et il a décidé, comme vous, de retourner sur place avec un de ses fils pour aider. On regarde ce reportage, on en parle juste après. Le 26 décembre 2004, un tsunami d'une ampleur sans précédent traverse l'océan Indien et frappe violemment les côtes du Sri Lanka, de l'Indonésie et de la Thaïlande. Le bilan est terrifiant. On compte plus de 220 000 victimes. Ce jour-là, Franck Dargent se trouvait sur une île thaïlandaise avec sa famille. Dans cette catastrophe, il perd sa femme, ses 2 enfants et ses beaux-parents. La vague a tout déblayé, elle est montée jusque là, quoi. Je continue d'avancer et là, je vois une gerbe d'eau en fait qui m'arrive dessus avec des gens qui courent dans tous les sens. Je vois une petite tête d'enfant en fait surgir de l'eau. On a eu entre guillemets une chance inouïe que Raphaël passe à ma portée de main, que je puisse l'attraper. À 1 mètre près, il allait être noyé, quoi. Aujourd'hui, Raphaël a 20 ans. Après cette épreuve, avec son père, ils ont choisi de s'engager auprès des populations victimes de catastrophes naturelles à travers le monde. Un combat qui a permis à Franck de se reconstruire. Alors, vos réactions dans un instant, mes camarades Brigitte, Aude et Luc nous en rejoignent. Salut les camarades. Je peux préciser quelque chose. C'est qu'il ne savait pas que c'était son fils quand il l'a récupéré. Il a vu un petit enfant qui arrivait sur un petit morceau de bois et il l'a vu et il s'est dit il faut que je sauve cet enfant. Et il l'a attrapé et c'était son fils. Voilà, je voulais... Non, mais c'est au-delà de l'imagination ou du pire cauchemar, en fait. Hein. Michel, qu'est-ce qui vous parle ? Il y a 2 choses qui me reviennent par rapport à la vision de ces images. C'est l'arrivée dans le camp de réfugiés d'un homme qui rentre de trek et il s'assied, il pleure. Il vient de perdre sa femme qui a été ensevelie sous des rochers suite au tremblement de terre. Ça, c'est la première chose qui me revient. Après, la seconde chose, c'est effectivement à travers le monde, qui va œuvrer pour pouvoir aider les autres. C'est le même sentiment que j'ai, moi, par rapport au fait de vouloir y retourner. Alors certes, c'est le Népal, c'est pas à travers le monde, mais c'est vouloir apporter son aide. Parce que c'est pas évident de faire autre chose. On le fait avec nos moyens. Donc ça, c'est mon moyen. J'ai trouvé ce moyen-là pour peut-être me reconstruire, mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Frédéric, une réaction ? C'est beau, hein. C'est aller au bout de... moi, j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas de décès, de mort dans mon histoire, quoi. Mais c'est aller au bout de son sacerdoce, quoi. C'est s'engager, c'est mettre sa vie, entre guillemets... pour vivre sa vie, c'est mettre sa vie entre parenthèses pour les autres. Et je pense que ça doit leur apporter de la richesse en eux.
il me semble que c'est une manière de rester en vie. Oui. Parce que ce sont des gens qui retrouvent, il me semble que vous retrouvez ceux qui ont vécu ça avec vous, ou ceux qui n'ont pas survécu, mais vos proches, comme dans le reportage. C'est une manière de rester en lien avec des êtres qui ont compté, ou avec un événement que personne d'autre ne peut comprendre ou partager. Et vous, alors ce que vous dites très bien, c'est que vous avez recommencé à naviguer pour le plaisir avec vos proches, mais que vous avez lâché, c'est-à-dire que vous avez pu, puisque vous n'aviez pas perdu de proches, etc., vous avez pu continuer le cours de votre vie en étant un être plus généreux et moins égoïste, c'est comme ça que vous le dites, en tout cas un être meilleur, et restituer cette chance qu'on estime avoir eue de rester en vie. Mais chacun fait comme il peut. Retourner, c'est une possibilité pour certains, ne pas retourner, c'est une possibilité pour d'autres. Je crois qu'il faut garder l'idée qu'il n'y a sûrement pas une formule, et il y a ce qu'on peut faire. Vous dites que c'est très douloureux d'y retourner, et qu'en même temps c'est une nécessité. Donc c'est même pas un choix en quelque sorte, c'est une contrainte nécessaire pour votre survie. Pour rester en vie, il faut y retourner. Et dans le cas de Franck d'ailleurs, parce que c'est tellement terrible ce qu'il va vivre, traverser et perdre. Bien sûr. Donc j'imagine qu'il ne va pas retourner sur place tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant plusieurs mois, il a été complètement anesthésié. Seulement, il s'est dit, il y a une urgence, il faut que je me reconstruise une vie pour mon fils, qui était le seul rescapé. Il avait 10 ans. Et donc, il a créé une fondation sous égide de la Fondation de France, qui s'appelle Rainbow Bridge, en 2005. On traduit par quoi? Par Pont de l'Arc-en-Ciel. Et alors, pourquoi il l'a appelé comme ça? Il l'a appelé comme ça parce qu'ils étaient 7 en Thaïlande. Il y avait ses beaux-parents, il y avait sa femme et ses 3 enfants et lui. Donc il s'est dit, ça fait les 7 faisceaux de l'arc-en-ciel, indissociables. Et Bridge, parce que de son bureau à Tokyo, il ne pouvait pas s'empêcher de regarder tout le temps le pont qui passait sur la baie de Tokyo, et sur lequel, avec ses enfants et sa famille, ils étaient passés des centaines de fois. Donc il a appelé son association comme ça. Et alors elle fait quoi cette association? Alors cette association, elle vient... D'abord, il l'a créée parce que pour continuer à faire vivre les siens et remercier les autochtones, enfin les locaux, qui l'avaient secouru et qui, par-dessus le marché, avaient souffert encore plus que lui, parce que lui, il a eu la chance de récupérer un de ses enfants. Et matériellement parlant, il n'a rien perdu, lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les aide. Cette fondation aide tous les pays qui subissent des catastrophes naturelles et alimentaires. Au Népal, après le séisme de 2015, ils ont reconstruit une école antisismique. Il dit qu'il ne fait pas des choses grandioses. Entre nous soit dit, Alors ça, c'est dans un village d'intouchables. En Inde? Ou de 395 habitants. Ils ont fait venir l'eau potable. Ils se sont occupés d'assainissement. Ils ont donné des cours de tri et de déchets. Ils ont fait plein de choses comme ça pour permettre aux personnes de pouvoir vivre décemment. Et c'est à la suite de catastrophes naturelles systématiquement? Oui, chaque fois. Là, c'est un hôpital en Birmanie. Et ça, c'est aux Philippines. Aux Philippines, merci, où ils ont reconstruit 400 maisons. Et lui, ce qui le touche le plus, c'est que les personnes qui ont ces maisons sont tellement heureux parce qu'ils ont construit eux-mêmes leurs maisons. Ils sont très fiers d'avoir fait tout ça. Ça l'aide à se reconstruire. Oui. Alors, il a refait sa vie depuis... il s'est remarié, plus exactement. Et il a eu un petit garçon qui s'appelle Octave. Et pour lui, c'est une renaissance. La naissance de son petit garçon, ça a été une façon de narguer la mort et de boucler la boucle, quoi. Voilà. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Raphaël va très bien, on l'a vu là. Il est étudiant et il est passionné de musique. Et il dit que la musique, ça lui a permis de ne pas se renfermer sur lui-même pendant toute cette période terrible. Voilà. Et merci Brigitte. Alors tu vas nous parler là aussi d'êtres humains qui ont vécu une tragédie, une catastrophe, un traumatisme et qui ont décidé d'en faire quelque chose. Et c'était pas loin de chez nous puisque c'était à Paris. Ouais, c'était les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Et Maureen Roussel, elle était au Bataclan. C'est la personne dont je vais vous parler, une personne formidable. Elle était au Bataclan, donc elle fait partie des 1500 personnes qui ont vécu cette tragédie. Elle en est sortie indemne, elle a réussi à s'enfuir assez rapidement. Elle était avec son mari. Mais à l'intérieur d'elle-même, elle était brisée.
Et quelques semaines après les attentats, elle a publié sur les réseaux sociaux un message qui a fait le tour du monde. Un message très très fort que je vais vous lire quelques extraits. Alors elle dit « Je m'appelle Maureen, j'étais au Bataclan avec mon mari le soir du 13 novembre. Nous faisons partie des rescapés, non blessés, mais marqués à vie par ce qu'il s'est passé ce soir-là. Nous pensons énormément à toutes les personnes qui n'ont pas eu notre chance. Et un peu plus loin chaque jour, pour nous et pour eux, nous avançons malgré tout. Je sais que nous avons encore des choses à nous apporter, encourager ceux qui veulent offrir un soutien, parler ensemble ou même simplement apporter de la compagnie à ceux qui le souhaitent, rescapés, blessés ou familles de victimes, parce qu'aider les autres, c'est aussi une façon de s'aider soi-même. » Donc ça, c'est un point voilà, sur lequel on insiste toujours. Alors, on verra, effectivement. Ouais. Et donc, ce message-là, il a été aimé par 14 000 personnes, partagé par 26 000 personnes et lu 2 millions de reprises dans le monde entier. Donc, ce message-là est devenu un grand élan de solidarité. Et 2 mois plus tard est née l'association Life for Paris. Donc, la vie pour Paris. C'est une association aujourd'hui qui a 700 adhérents et qui prévoit voilà, tout un tas de choses qui peuvent paraître toutes simples, mais qui sont très importantes pour ces personnes, notamment énormément de sorties. Des sorties au cinéma, au théâtre, des sorties voilà, juste pour aller prendre des verres, parce que ces personnes-là, ces personnes-là, elles ont été touchées à un moment où elles étaient en train de profiter de la vie, de s'amuser à un concert ou à une terrasse d'un café. Et donc, ça va pas être évident de retourner à un concert. Exactement, il y avait plein de personnes qui n'osaient plus sortir de chez elles et qui, grâce à ce réseau, finalement, c'est devenu comme un réseau, ont réussi à sortir de nouveau entre elles, parce que c'était important pour elles d'être plusieurs et de s'aider, de se soutenir pour réussir à... vécu le même traumatisme, voilà, vous avez un syndrome commun. Oui, parce que j'ai par exemple le cas d'Alexis. Je ne sais pas si vous le voyez. Lui, il a 28 ans et il était tout seul le soir Il était au concert aussi des Death Metal. Il était seul ce soir-là. Et pendant plusieurs jours, il n'a plus osé sortir de chez lui. Et il se sentait très isolé. Il avait de la famille, il avait des amis, mais des personnes qui n'avaient pas vécu exactement la même scène que lui. Et donc, il ne se sentait incompris, même si plein de gens essayaient de l'aider, mais il avait besoin de parler avec des personnes qui avaient vécu la même chose. Donc, quand il a lu le message de Maureen, tout de suite, il a rejoint l'association. Maintenant, c'est un membre très actif de ce mouvement. Et justement, en aidant les autres, il a réussi à retrouver un sens à sa vie et à se reconnecter avec son quotidien, à revivre, en fait, tout simplement. Alors on verra effectivement si elle vient en aide à d'autres victimes d'autres attentats, mais ça c'est quelque chose que vous comprenez spontanément, c'est-à-dire cette idée que c'est quelque chose de... Même si on a tous trouvé que vous nous racontiez votre histoire de manière incroyable, vous arrivez à transmettre ce que vous avez ressenti et vécu, mais vous voulez dire qu'on se sent compris par des gens qui l'ont vécu finalement, ce qui est plutôt rare dans votre cas d'ailleurs. Ah bah moi je me sens un petit peu isolé là sur le coup, mais moi j'ai eu une période en fait où j'étais invité dans les yacht clubs de la Côte d'Azur où on m'a demandé de venir partager mon expérience. Donc j'avais plein de plaisanciers qui faisaient des ronds dans l'eau ou qui avaient des projets de tour du monde, voilà. Et je leur expliquais pendant des mois, en faisant le tour sur la Côte d'Azur, en leur expliquant voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on vit, donc comment on peut, en amont, on va dire, faire de la prévention, leur dire ça existe pour de vrai, planquez pas vos radeaux au fond des coffres, parce que le jour où vous avez un souci, c'est pas par mer calme, voilà. Faites-les entretenir. Faites-les entretenir, vérifiez votre matériel, mettez pas des cadenas, je sais que c'est cher, mais quand vous voulez, si vous commencez à chercher vos clés, vous allez avoir du mal dans la panique à tout trouver, etc. Attachez votre radeau quand vous allez le percuter, parce que si vous le voyez partir, c'est fini. Enfin bon, c'est tout un tas de choses en fait. D'enseignement en tout cas. Voilà. Mais vous n'avez pas du coup cette particularité de pouvoir parler et échanger avec des gens qui ont vécu la même chose que vous. Non. Parce qu'un naufrage comme le vôtre, c'est rare. C'est pour ça qu'au début, je l'ai peu raconté en fait, parce que quelque part, c'était difficile à trouver les mots pour expliquer vraiment les sensations qu'on avait. C'est pour ça que j'ai préféré l'écrire en fait. Et vous, Michel, le fait de, quand vous retournez là-bas, c'est ce que disait tout à l'heure Ghislaine, c'est que vous retournez avec des gens qui ont vécu la même chose. Et c'est en ça où c'est un lien unique parce qu'ils savent de quoi vous parlez. Oui. Et puis des fois, on en blague même. Je me souviens encore la semaine dernière à l'auberge, Locage qui tient son plateau avec les tables, les tasses, et moi je lui secoue le plateau. J'ai dit earthquake. Et on en rigole, mais ça fait du bien.
C'est Ah un bon partage. Oui, c'est... Ah bah, une super blague. Non, mais oui, moi, vous me mais faites ça, peut je vous fais la tête pendant 24 heures. Oui, mais entre nous qui l'avons vécu, ça nous fait du bien parce Pouvez-vous le permettre. parce qu'on a, voilà, on a une, Le rire fait évacuer beaucoup de une choses, façon de pouvoir tourner ça en dérision malgré tout. Et donc, Aude, de cette association, Life for Paris, Life for Paris. elle vient en aide aux autres victimes. Oui, c'est pas seulement pour les victimes des attentats de Paris, c'est aussi pour les victimes des attentats de Nice, enfin de l'attentat de Nice du 14 juillet dernier, celui de Bruxelles. Donc c'est pour toutes les victimes d'attentats, parce que la problématique reste la même où qu'on ait vécu cette épreuve. D'ailleurs, leur dernier combat, et je le trouve, j'aimerais en parler parce que je trouve que c'est très intéressant, ils se battent notamment pour que les aidants, c'est-à-dire les riverains, les personnes qui vivaient dans le quartier du Bataclan ou du Stade de France, des personnes qui ont vu la scène et qui ont ouvert leurs portes, qui sont venues en aide aux blessés, voilà, qui les ont accueillis chez elles, que ces personnes-là aussi soient reconnues et aient un statut de victime. Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas été blessées, mais pour certaines, elles sont aussi traumatisées par tout ce qu'elles ont vu. Donc voilà, ça c'est leur combat, leur dernier combat à l'heure actuelle. Ghislaine, je vois que vous faites une petite... Il faut faire attention. Non, mais je trouve que c'est des gens formidablement courageux, mais il faut faire attention d'abord de pouvoir sortir de sa position de victime, c'est-à-dire de continuer à être un être humain défini par autre chose que l'événement traumatique qu'on a vécu. Alors, transmettre, faire de l'éducation, aider, en faire quelque chose, transformer cette expérience assez vivant, mais repartir à l'origine du traumatisme, sur le lieu du traumatisme, avoir ce besoin répétitif de se retrouver dans un cercle un petit peu trop traumatisant, je dirais, je crois que c'est un peu contre-productif. En tout cas, c'est très douloureux. Là, justement, je pense que l'idée, c'est... Effectivement, on peut considérer que ce sont des personnes qui ont vécu, enfin, qui sont victimes et qui se retrouvent. Mais je pense que c'est une association qui est très ouverte aussi sur les autres. Et l'idée, c'est de sortir, c'est de, à nouveau, aller dans les terrasses. La convivialité, la vie reprenne. La transmission, la prévention. Oui, et évidemment, les personnes qui ont assisté, qui sont voisins, elles aussi ont traversé quelque chose et peut-être elles ont besoin aussi d'être d'un soutien psychologique. C'est pour permettre à ces personnes-là de pouvoir avoir les aides dont on peut bénéficier quand on a le statut de victime en France. Parce que... On a quand même en France un système extraordinairement soutenant, en dehors des initiatives personnelles qui sont nécessaires et tout à fait formidables, comme cette association. Mais on a un service public, on a des médecins, des psychologues, enfin des gens formidables qui, pour le coup, sont très très bien formés et qui sont très présents. Et effectivement, je crois que c'est important de pas... Alors, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est une tendance un petit peu liée au trauma lui-même. C'est-à-dire que c'est un effet du trauma, en quelque sorte, qui est difficile à combattre, parfois. On est contraint de retourner, en même temps, on ne veut pas retourner. Enfin, on ne peut pas partager ça avec des gens qui n'ont pas partagé ça, et en même temps on voudrait... voilà, c'est très très compliqué. C'est un mouvement très douloureux. Je crois que voilà, c'est cette conscience qui me semble importante à avoir. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Frédéric, que quand finalement il y a eu ce cargo, cette échelle, vous étiez une nouvelle personne. Vous disiez, au fond, c'est une nouvelle vie. Je suis né à nouveau. C'était votre formule. Et donc, Luc, tu vas nous parler... là aussi, de quelques êtres humains qui ont frôlé la mort. Qui ont frôlé la mort. Et qui ont la sensation que c'est un nouveau départ. Oui, c'est ça, c'est qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on a frôlé la mort, eh bien, il y a un déclic, il y a une révélation, et on se dit forcément, j'ai pas vécu, mais que la vie ne sera plus la même qu'avant. Alors moi, je vais vous parler de Tom Shadyac. Tom Shadyac, c'est un Américain qui est un réalisateur, scénariste, qui vit à Hollywood, voilà. Il a d'ailleurs réalisé ce film en 2007 qui s'appelait Ace Ventura avec Jim Carrey. Ah oui. Et en 2007, il a un grave accident de vélo. Et là, il a des séquelles très graves, c'est-à-dire qu'il souffre d'hyperacousie, il a des problèmes auditifs, les sons, hypersensibles au son, hypersensible à la lumière, ça lui provoque des migraines atroces. Et après avoir donc frôlé la mort, il se dit que sa vie ne sera plus la même. Mais alors plus la même. Alors il décide de vendre sa maison à Pasadena. Ça, on se dit qu'il n'y a que dans Dallas où on entend je vends ma maison à Pasadena. Il vend tout ça. Et il décide que sa vie sera plus simple. Et donc, il donne sa fortune pour les sans-abri. Et il décide d'ouvrir des maisons pour les sans-abri. Il recueille des sans-abri chez lui. Et il ne vit plus sur son domaine de Pasadena, mais il vit dans un mobil-home de 100 mètres carrés.
De combien? 100 mètres carrés. Un mobil-home à l'américaine. Ouais, bon, un mobil-home à l'américaine C'est américain. qui se déplace sur mon camion. Bon, en tout cas, il vend sa maison, il donne sa fortune. Ah ouais. Et est-ce qu'il continue d'être réalisateur? Alors justement, il a voulu donc donner du sens à sa vie et il a arrêté un peu les trucs pas terribles qu'il faisait avant. Et il a fait, notamment en 2010, il a sorti un documentaire, un film documentaire où il est parti à la rencontre de personnes un petit peu qui ont réfléchi justement sur qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde et comment on pourrait faire pour l'améliorer. Alors il a rencontré... On peut traduire le titre. I am. Je suis. Et la phrase en dessous, c'est quoi sur l'affiche? You have the power to change the world. Vous avez le pouvoir de changer le monde. Et donc, il a rencontré des gens comme Desmond Tutu, religieux en Afrique du Sud, voilà. Il a rencontré Noam Chomsky, linguiste assez connu pour ses positions un peu libertaires, on va dire. Il a rencontré des mathématiciens, des philosophes, et il en a tiré un documentaire. Et l'idée forte de ça, c'était de se dire, voilà, j'ai frôlé la mort, qu'est-ce que j'ai envie de dire du temps qu'il me reste à vivre jusqu'à ce que le jour où la mort, je la rencontre pour de vrai. Mais il avait envie de donner du sens à sa vie. Je trouvais que c'était une belle histoire. Oui, j'ai une réaction de Frédéric et Michel. Moi, je pense que tout est écrit, quelque part. Et c'est bien de pouvoir rebondir. Et il est un petit peu rentré comme quelqu'un qui va rentrer dans l'église ou... Voilà. D'un seul coup, il est touché par quelque chose. Alors, ça peut être un accident grave, une épreuve. Et du coup, ça modifie complètement les bases, l'éducation, le ressenti, les envies et le besoin intérieur qui fait qu'en fait, d'un film, entre guillemets, d'un nanar, il va passer à un documentaire que je regarderai avec plaisir. Voilà, c'est magique. Et du coup, est-ce que vous diriez aujourd'hui, parce que vous avez été honnête en disant que bon, quand vous êtes sauvé, vous êtes plein de résolutions, en disant je vais devenir meilleur, et puis vous dites au fond, j'espère que je suis devenu aussi bon. Et votre regard sur l'existence a changé? Alors, il y a deux choses. Il y a les engagements que j'ai pris envers moi-même, qui sont privés, et en fait, il y a quelque chose dont je n'avais pas tenu compte, c'est que la vie continue à se dérouler. Quand vous arrivez, vous reprenez le train en marche, et la vie, en fait, continue à vous... C'est pas broyer ni rien du tout, mais vous reprenez le train de la vie, en fait. Avec ses plaisirs, avec ses peines, avec... Donc, quelque part, si vous voulez pas rester sur le bord de la route ou le bord du quai, il faut se relancer. Donc, ça va assez vite. Et dans toutes vos bonnes résolutions, il y en a un que vous dites, bon là, je tiens pas vraiment le cap de ce que je m'étais fixé, mais quelque part, je suis obligé de suivre le mouvement. Donc, j'ai peut-être pas été aussi bon que j'aurais voulu. Mais par nécessité, justement, oui, de reprendre l'existence. j'ai des gens qui veillent sur moi et qui me disent « Souviens-toi d'où tu viens ». Ça vous arrive, Céline, de dire cette phrase? Oui, tout à fait. Sans donner d'exemple, mais dans quel genre de situation? Par exemple, de s'énerver pour mais n'importe quoi. Enfin, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais en disant « Oh, relativise... vis le moment présent, on profite de aujourd'hui. Hier, c'est hier, on ne pourra pas revenir dessus. Le passé, c'est le passé. Vous direz que c'est vous qui avez été naufragé? Ouais, non, mais... J'ai vécu. Donc elle vous rappelle votre résolution. Voilà, et le futur, on verra. Il faut vivre l'instant, quoi. Donc, ceci dit, le stress fait partie des tout à fait. Vous le savez, des effets collatéraux du traumatisme. Hein. Donc, on est plus stressé après un traumatisme qu'avant. Donc il y a une excuse à partir de maintenant. Quand il s'énerve pour rien. Et vous, Michel, le regard a changé? Oui, il a évolué. Puisque vous dites quand même, à un moment donné, vous l'avez senti comme Frédéric, il y a eu un moment dans votre existence où vous dites, ok, bon ben voilà, là je vais mourir. Donc ça veut dire que le après donne une couleur différente à l'existence? Moi, ça fait un petit moment que je travaille sur le fait de donner une couleur différente à ma vie à la suite de la naissance de mon fils avec la muco. J'ai un travail de fond par rapport à ça. Donc j'avais déjà entamé ce désir de vouloir apporter aux autres avant le tremblement de terre. Le tremblement de terre a accentué encore plus ça par rapport au côté la vie est précieuse. Mais ça rejoint une certaine forme de fatalisme. Les choses... je reviens d'un enseignement bouddhiste pendant une semaine, où j'entends des choses qui me parlent aussi par rapport au côté fataliste des choses. C'est écrit, mais je ne fais pas tout et n'importe quoi, mais ça a accentué encore plus mon désir de pouvoir apporter quelque chose, un sens à la vie des autres aussi.
Donc la boucle avait été bouclée par rapport à un futur livre qu'on veut faire avec une association, Gers Himalaya, sur les tags au milieu du chaos, avec le documentaire en DVD que j'ai réalisé avec mon fils, il a fait le montage, sur les événements du tremblement de terre. Mais je continue, j'ai la chance, vraiment dans ma vie de professionnel, photographe professionnel, de pouvoir, à travers l'art photothérapie aussi, d'apporter du bien-être aux autres. Donc c'est depuis des années que je cultive cette façon de faire. Maintenant, oui, la vie, elle est précieuse. Ça a du sens dans votre bouche. Allez, une dernière histoire une dernière d'êtres histoire. humains qui ont vécu une renaissance. Exactement, c'est l'histoire de John Pedley. John Pedley, c'est un citoyen britannique qui a été chef d'entreprise, mais qui a une jeunesse un petit peu sulfureuse. Hein. C'est un garçon qui est un escroc, un petit voyou, on peut le dire comme ça. Tu cherches tes mots, mais tu retombes sur cela. Oui, parce que quand je parle de John, dans son passé, c'est vraiment ça. John Pedley, lui, il volait ses parents, il était porté sur la boisson, et quand il a commencé à travailler, il a été escroc. Il a travaillé pour être cohérent, il voulait être cohérent. Oui, voilà. Il gère une succursale d'une grande chaîne qui vend des bijoux. Il détourne des fonds. Après, il vend des photocopieuses, il détourne des fonds. Grâce à ces fonds, il monte une entreprise de téléphonie. Et là, ça commence à bien marcher. Mais il continue, c'est un flambeur, quoi. Il aime ça. Alors il continue à picoler. Et en 2002, là, il a un grave accident de voiture. Il est sous l'emprise de l'alcool. Et il fait 6 semaines de coma. Et là, il se réveille. Pour lui, sa vie doit avoir une autre valeur, un autre sens. Et là, il décide d'aider les orphelins de l'Ouganda. Et il va vendre son entreprise qui a une valeur de millions de livres à peu près aujourd'hui. Il vend sa maison. Et là, carrément, notre ami, il part en Ouganda et il vit là-bas. Alors, j'ai pas la photo, mais il a décidé de vivre. Il vit dans une cabane en terre. Et il a monté un orphelinat. Il le dit lui-même, ma seule motivation, c'était la quête de l'argent. Et quand il a frôlé la mort, il s'est dit, c'est sens à ma vie, c'est pas celui-là, il va falloir que j'aide mon prochain. Et donc, c'est un vrai philanthrope et qui même accueille aujourd'hui des citoyens britanniques, des jeunes qui ont eu le même parcours que lui. Il les fait venir en Ouganda pour aider les petits-enfants qui sont orphelins. Donc un changement radical, et il est dans la transmission, parce qu'il peut raconter son histoire. Donc il raconte finalement tous les détails de ces petites escroqueries, tout ça, pour que tout le monde s'identifie. Et il aide les autres, il aide son prochain aujourd'hui, c'est pas mal. Je me pose la question à savoir, est-ce qu'on n'a pas ça au fond de soi-même dès le début ? Certainement. Parce que dans le camp de réfugiés, moi j'ai rencontré des gens qui ont radicalement été différents les uns des autres. Il y en a qui s'en foutaient royalement du tremblement de terre, qui n'avaient même pas la notion de victime, qui râlaient parce que leurs vacances étaient interrompues et qui demandaient à l'avion de rapatriement français de les déposer en Inde pour pouvoir continuer leurs vacances. Donc je dirais que je pense qu'au fond de nous, on a peut-être une nature et il suffit d'un déclic peut-être dans la vie pour que cette nature jaillisse. C'est peut-être un sentiment que on je me trompe on a peut-être. tous de l'empathie naturellement, vous avez raison. Et puis la vie parfois fait que chacun pour sa pomme, on devient plus égocentré, etc. Et des événements comme ça redonnent un sens plus profond, disons, nous rappellent à des choses plus essentielles. Puis il y a l'idée que tout est écrit, etc. C'est une idée que je ne partage pas, parce que vous témoignez tous les deux de combien vous avez lutté, de combien vous avez été touché, une forme de libre arbitre, en tout cas, dans vos histoires. Une forme de libre arbitre et de bataille qui, on le disait en début d'émission, ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une construction, d'une enfance, des épreuves de vie, de ce qu'on en fait. Donc d'une personnalité. Et donc, c'est formidablement... c'est un vrai paradoxe. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a un moment où on remet sa vie entre des mains autres, puisqu'on n'est plus... Ce moment où vous ne pouvez plus rien faire, vous abandonnez presque toute lutte. Et c'est ce moment... qui va rester comme le moment du sauvetage, en quelque sorte, alors que vous vous êtes battu pendant 9 jours. C'est intéressant comme interprétation. Je passe le flambeau, mais je pense qu'il faut beaucoup de résilience, en fait, dans des cas, pour s'en sortir, en fait, tout simplement. Et puis, il faut aimer la vie, quoi. Beaucoup d'espoir, absolument. Donc,
Et cette compétence, vous avez raison, que tous les enfants ont au départ et qui se perd petit à petit pour certains. Et pas pour tous, c'est ça la Et petite pas info. pour tous, La voilà, petite info. C'est ce qui exactement. fait du bien dans la vie aussi. Hein. C'est-à-dire De savoir qu'il y a des gens qui œuvrent pour les autres. Ouais. Et on n'a pas toujours besoin d'épreuves pour le réaliser. Ouais. Alors, on a envie de Heureusement. penser qu'il ne faut pas vivre un séisme, un tsunami, On n'est pas obligé, un on n'est accident pas ou un obligé. naufrage Non. pour devenir meilleur. Et voilà. peut-être que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà. C'est pour nous dire n'attendez pas ça. Exactement. Ah oui, Exactement. Merci beaucoup. Merci les camarades. Merci Ghislaine pour vos éclairages. Merci à vous. On va suivre vos aventures effectivement au Népal, votre documentaire. Et puis il y a peut-être l'écriture de ce livre. Et puis Frédéric, donc il y a une trace. Vous avez consigné cette histoire pour pouvoir passer à autre chose. Les Miraculés de l'Atlantique chez Artaud. Et franchement, merci d'avoir accepté de partager cette histoire, d'être dans la transmission parce que vous racontez drôlement bien. Maintenant, j'ai plein d'images comme si j'avais vécu. Moi, je sais que ça n'a pas de rapport. Merci Céline d'avoir apporté votre sourire. Je comprends pourquoi elle a envie de revenir. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. J'espère que ces histoires extraordinaires vous ont apporté un éclairage sur l'existence. En tout cas, merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt sur France 2. Demain, dans 1001 vies, nos invités nous raconteront les difficultés qu'ils ont connues pour réussir leur famille recomposée. Je suis un peu de trop. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de vivre eux deux et que moi, je dois être sur le côté. Maya et Manolito ont déjà 2 enfants chacun lorsqu'ils se mettent en couple. Et très vite, les premières tensions apparaissent. Ça s'est pas bien passé. Ils n'ont fait que de se taper dessus, s'insulter. C'est mon papa et moi c'est ma maman. Les disputes sont permanentes, le couple est fragilisé et ce sont leurs enfants qui vont leur poser un ultimatum. C'est sorti tout seul, on a tous dit ça en même temps. On veut que vous vous séparez. Pour une fois, on était d'accord. Ludivine, elle aussi, a connu des relations tumultueuses avec son ex-belle-mère. Ça se passe très bien dans les débuts avec la compagne de mon papa. J'avais donné toute ma confiance et elle a brisé quelque chose en fait. Une rivalité qui l'éloignera progressivement de son papa. C'est plus la relation que j'avais avec mon père avant. J'ai envie de le faire réagir. Enfin, dis-moi que t'es là en fait.